החושך קודקוד לפיצוץ המנהרה לכיוון שטח מדינת ישראל. אפל. The Security Council expresses strong support for the call by international partners and the Secretary General of the United Nations for an immediate and unconditional humanitarian ceasefire. Every single time the international community called for ceasefire, we seized and Hamas fired. We will see whether Israel will honor and respect this humanitarian ceasefire and whether they will continue with this aggression against our people. Bonjour, bon réveil, vous êtes sur i24 News, nouvelle édition spéciale du Morning. Merci d'être avec nous, 22e jour de l'opération Bordure Protectrice. Et voici ce qu'il faut retenir de la situation ce matin. On est loin d'un cessez-le-feu aujourd'hui encore, journée sanglante pour Israël hier. 10 soldats tués en moins de 24 heures, 5 soldats tués par des terroristes qui se sont infiltrés par un tunnel en territoire israélien. Ils ont également essayé d'enlever un corps sans succès. 4 autres soldats ont été tués par un obus de mortier à quelques mètres de la frontière et un dernier soldat a été abattu lors de combats à Khan Younes, ce qui porte le bilan total à 53 soldats tués depuis le début de l'opération. Et l'offensive israélienne s'est donc intensifiée ces dernières heures. Frappe intensive dans le nord de la bande de Gaza. Plus de 50 cibles touchées cette nuit. De sources palestiniennes, le domicile d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas à Gaza, a été bombardé. Tout comme les bureaux d'Al-Aqsa, la télévision du Hamas. 17 tunnels sur 31 ont été détruits. Les Palestiniens font état de 32 morts cette nuit. 1100 en tout depuis le début de l'opération et parmi eux, des civils. Hier soir, à noter cette nouvelle déclaration commune du Premier ministre, du ministre de la Défense et du chef d'état-major israélien. Leur message, il faut s'attendre à une opération de longue durée. L'objectif est d'éliminer définitivement la menace terroriste qui pèse sur Israël. Enfin, également, à noter ce matin, ce volte-face américain, John Kerry et Susan Rice rectifient le tir en déclarant que la démilitarisation de Gaza devra bel et bien figurer dans un accord de cessez-le-feu. Les appels de Binyamin Netanyahu ont donc porté leurs fruits. Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer et on prend tout de suite la direction de Jérusalem. Yigal Palmor, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Merci de répondre à nos questions ce matin. Alors on l'a dit, 10 soldats tués hier, des tirs en pleine nuit sur Tel Aviv cette nuit. Est-ce qu'Israël a fait une erreur en acceptant 5 fois de suite ces trêves humanitaires? Est-ce que ce zigzag a brouillé son message dissuasif? On le voit ce matin, le Hamas semble bel et bien convaincu à poursuivre le combat. Pas du tout. La dissuasion, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est les dommages infligés par Israël aux infrastructures du Hamas. En acceptant des cessez-le-feu, Israël parvient à faire, avec la communauté internationale, une pression sur le Hamas et sur les négociateurs qui sont favorables au Hamas et qui jouent dans ce jeu diplomatique. Les cessez-le-feu montrent les bonnes intentions et la bonne foi d'Israël, mais comme tout le monde a pu s'en rendre compte une nouvelle fois hier, le cessez-le-feu signifie pour l'instant que nous cessons et le Hamas ouvre le feu. Je crois que si on cherche à savoir comment, malgré les images terribles que l'on voit des Gaza, les gouvernements continuent à travers le monde à soutenir les thèses israéliennes, c'est bien parce qu'Israël accepte les cessez-le-feu et le Hamas les viole.
Alors justement, sur ces efforts de cessez-le-feu définitif, Yigal Palmor, est-ce que si l'administration américaine propose un nouveau plan d'arrêt des violences aux Israéliens, est-ce qu'il devra cette fois l'accepter? Est-ce qu'il pourra, une fois de plus, le refuser, hein? Et je pose la question aux diplomates que vous êtes. Mais nous n'avons jamais refusé un plan. Kerry lui-même a précisé que le document qu'il a présenté au gouvernement israélien n'était qu'un brouillon. Ce n'était pas un plan définitif. Le plan autour duquel se forme un consensus international et le plan égyptien, nous avons vu le Conseil de sécurité de l'ONU déclarer que c'était le seul plan valable. Évidemment, le président Obama, les présidents européens, tous sont d'accord pour soutenir le plan égyptien et nous avons été les premiers à le soutenir et à l'appliquer. Sans grande fortune évidemment, mais il reste toujours le seul et l'unique plan valable et c'est celui-là que la communauté internationale doit forcer le Hamas à accepter. Alors vous dites, Yigal Palmor, qu'Israël n'a jamais rejeté de plan américain, pourtant les Américains ont été vexés, hein, ils l'ont dit par la réaction israélienne. La porte-parole du département d'État déclare hier soir, ce n'est pas comme ça qu'on traite un pays allié, ce n'est pas comme ça qu'on traite un pays ami. Que vous lui répondez-vous ? Ils ont été vexés par ce qu'ils ont lu dans la presse israélienne. Eh bien, je suis choqué que mes collègues, que mes homologues américains ne fassent pas de distinction entre position gouvernementale et entre opinion d'une presse libre. Aucun ministre, aucun responsable israélien n'a dit en son nom une parole de critique à l'égard de Kerry, et même celles qui ont été attribuées anonymement à des responsables du gouvernement ont été des critiques plutôt légitimes. Ce que les Américains n'ont pas pu supporter, ce sont les articles et les éditoriaux qu'ils ont lus dans toute la presse israélienne, et penser que le gouvernement de Netanyahou peut orchestrer une campagne qui engloberait Haaretz, Yediot Ahronot, Times of Israel, Israel Hayom et d'autres, c'est vraiment faire preuve d'un manque de discernement en ce qui concerne une presse libre. Donc pour vous, on n'a pas frôlé l'incident diplomatique ? Il y a eu un incident diplomatique dont il ne faut pas évidemment exagérer l'importance, mais c'est un incident qui vient d'une, je dirais, une mauvaise lecture de la presse israélienne. Penser que des noms, des signatures comme Nahum Barnea ou Barak Ravid écrivent ce qu'ils écrivent parce qu'ils ont été briefés par Netanyahou, c'est un peu, c'est un peu ironique quand même. Yigal Palmor, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien à Jérusalem, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et notre premier invité, Nissim Zvili, merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien secrétaire général du Parti travailliste, diplomate israélien, vous étiez notamment ambassadeur en France. Alors un mot sur cette nouvelle brouille diplomatique avec les Américains. Elle se succède, hein ? Oui, il ne faut pas dénier qu'il y a une tension tangible dans les relations entre les États-Unis et Israël. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne va pas se terminer demain. Il y a une différence d'analyse de la situation, il y a de différents points de vue. L'administration Obama n'est pas complètement d'accord, je dirais, avec la politique israélienne sur certains domaines d'activité. Et je crois que ce qui s'est passé cette nuit ou ces dernières 24 heures, c'est un symptôme. C'est un symptôme de ce qui se passe. Je crois qu'on a transformé, on a au moins présenté l'administration américaine comme anti-israélienne, comme une administration qui ne reconnaît pas ou qui ne comprend pas quels sont les vrais intérêts de l'État d'Israël. Je crois que c'est une erreur dans l'analyse. Et à part ça, je ne crois pas qu'on peut se permettre de luxe de dire aux États-Unis ou de demander aux États-Unis « laissez-nous tranquilles, on n'a pas besoin de vous ». On aura besoin d'eux, on a besoin d'eux, pas seulement pour l'aide qu'ils sont économique, financière, mais surtout... Ce brouillon, comme dit Yigal Palmor, n'a retenu aucune... Vous faites une grimace, c'est pas un brouillon, il est plus diplomatique que moi. Ce n'était pas un brouillon. Non, pas du tout. C'était pas un brouillon. Les journaux n'ont pas écrit ce qu'ils ont écrit parce qu'ils sont réveillés à minuit. Ils ont décidé, voilà, que ce qui a été présenté est inacceptable. Je crois que ce qui se passe vraiment, c'est qu'il n'y a pas de vrai contrôle sur la communauté internationale. Ce qui se passe dans toute la communauté, chacun a sa position.
Je crois que les États-Unis n'ont pas réussi vraiment à lire et à bien analyser ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Une mauvaise compréhension. Oui, surtout, non, je ne crois pas, c'est une mauvaise analyse. Jusqu'à présent, ils ne sont pas remis à ce qui est Sisi, président de l'Égypte. Pour eux, il n'existe pas encore. Et ça, c'est une très grave erreur, parce qu'on ne peut pas arriver à un accord politique sur le sujet de la bande de Gaza sans une participation active de l'Égypte. Il n'est pas en train de payer le prix de cette mauvaise analyse, appelons-la comme ça. Lui, peut-être qu'il partage cette mauvaise analyse. Ça veut dire que ce n'est pas tellement simple que ça. La position que les États-Unis ont prise était un peu, je dirais, inconcevable. Ils sont occupés surtout du Qatar et de la Turquie, parce que dans leur analyse, s'ils auront le soutien du Qatar et de la Turquie, il y aura une pression qui sera mise sur le Hamas pour accepter les conditions. Mais ils ont ignoré le front qui s'est formé, c'était un front de Mahmoud Abbas, Sisi, l'Arabie Saoudite et Israël. Israël a immédiatement accepté l'initiative égyptienne. Il ne faut pas oublier ça. Et si les États-Unis et les Nations Unies auraient accepté la même initiative égyptienne, il y a plus de 10 jours de ça, je crois qu'on se serait trouvé aujourd'hui dans une situation complètement différente. Et chacun a joué son jeu. Et c'était une erreur. De plus en plus de voix à l'intérieur du Congrès américain, notamment républicaine, critiquent l'administration Obama en disant une chose très simple. Monsieur Kerry, Monsieur Obama, arrêtez d'essayer de vouloir jouer les médiateurs et redevenez l'allié d'Israël. Est-ce que vous comprenez le bien fondé de cet argument? Non, pas si on veut résoudre des problèmes. Ça veut dire que je suis plus sûr que les États-Unis peuvent devenir des vrais médiateurs. Mais ils ne doivent pas renoncer à ce rôle. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre ce rôle dans le monde entier. Et au moins, les Américains sont encore capables de créer une certaine unité dans la communauté internationale. Sans eux, je ne vois pas tellement l'Europe prendre ce rôle. Vous restez avec nous, Nissim Zvili. Je me tourne à présent vers vous, Cyril, pour continuer de comprendre cette situation complexe grâce aux grands titres des journaux du Moyen-Orient ce matin. On commence par les journaux israéliens qui reviennent sur le regain de violence au lendemain de cette trêve humanitaire rejetée une fois de plus par le Hamas. Oui, avec cette une, vous allez le voir, du quotidien, un grand tirage, Yediot Aharonot. Au lieu du cessez-le-feu, eh bien, c'est l'embrasement, titre ce matin le tabloïd populaire, avec la photo, vous le voyez, de ces 5 soldats du génie militaire tués hier par un obus de mortier du Hamas. Une journée difficile pour le journal gratuit Israël Hayom, mais il faut serrer les dents, nous dit le journal, et poursuivre le combat. Gaza est sous le feu, titre de son côté l'agence de presse palestinienne Ma'an, qui paraît à Ramallah. Après la reprise des bombardements d'Israéliens, eh bien, le bilan des morts palestiniens s'élève aujourd'hui à 1088. Le site en ligne, qui vous le voyez, indique également que le domicile vide d'Ismaïl Haniyeh a été détruit cette nuit par l'aviation israélienne. Alors la trêve de l'Eid el-Fitr s'effondre, c'est le titre choisi ce matin par nos confrères du journal Pan-Arabe, Bachar Kalawassat, qui paraît à Londres. Le quotidien qui annonce que Mahmoud Abbas devrait se rendre très bientôt au Caire à la tête d'une délégation de son mouvement, le Fatah, du Hamas, mais également du djihad islamique, pour discuter d'un arrêt des combats. Ça devrait se produire aujourd'hui. Voilà, les commentateurs israéliens, eux, s'interrogent ce matin sur la tournure que va prendre l'opération, qui en est à son 22e jour aujourd'hui, alors que Netanyahou a promis hier soir une longue campagne contre le Hamas. Et oui, la journée de lundi, écrit Alex Fishman, l'expert militaire du Yediot Aharonot, a été celle du sursaut israélien. Visiblement, John Kerry n'est pas le seul à ne rien connaître au Proche-Orient. Nos dirigeants se sont mépris sur la véritable stratégie du Hamas, car dès les premiers jours de l'opération, le Hamas a tout fait pour entraîner Israël vers une opération au sol. Et si Israël ne porte pas dans les prochains jours un coup fatal au mouvement islamiste palestinien, personne, nous dit Fishman, ne devra être surpris si le Hezbollah libanais ouvrait lui aussi un second front face à Israël. Même tonalité dans l'analyse de son confrère Amos Harel du Haaretz, pour qui c'est la fin de l'illusion de la trêve. Contrairement aux estimations de l'armée et de l'échelon politique, écrit le journaliste, le Hamas est loin de vouloir abdiquer. Alors faut-il à présent réagir avec la tête ou avec les tripes, s'interroge l'expert militaire du Israël Hayom, Yoav Limor. Bien sûr, les tripes nous poussent à vouloir intensifier l'opération, mais la raison doit nous dicter d'achever la destruction des tunnels et de sortir le plus rapidement possible de la bande de Gaza.
Voilà, et on vient d'en parler avec Nissim Zvili. Les journaux israéliens continuent ce matin encore de fustiger la médiation américaine. C'est le cas notamment dans le journal pro-gouvernemental Israël Hayom. Oui, celui qui a les mots les plus durs ce matin pour la médiation américaine, eh bien, c'est l'éditorialiste du journal, Boaz Bismuth, qui fustige la position du président américain dans le conflit. Si le président américain Barack Obama a des reproches à faire, écrit Boaz Bismuth, eh bien qu'il s'en prenne d'abord au Hamas, le Hamas autour duquel se resserrent les États israéliens, égyptiens et palestiniens. Eh bien, le Hamas n'aurait jamais imaginé que c'est précisément l'Amérique qui volerait à son secours. L'Amérique, celle-là même qui nous a si souvent appris que le bien devait toujours l'emporter sur le mal, doit passer la corde au cou du Hamas, ni plus ni moins, plutôt que de vouloir jouer les médiateurs entre son allié israélien et une organisation terroriste. De son côté, l'éditorial principal du Haaretz estime que Obama, eh bien, n'est pas l'ennemi d'Israël. Obama et Kerry ne sont pas les ennemis d'Israël, écrit le journal. Il ne faut pas douter de leur volonté de mettre un terme à l'actuelle confrontation dans des conditions qui seraient favorables à l'État hébreu. Les relations de confiance avec Washington sont un bien stratégique pour Israël et c'est Netanyahou qui en est le principal responsable. Voilà donc pour le quotidien Israël Haaretz, pardon. Merci beaucoup Cyril. Alors c'est effectivement la grande question, vers où va cette opération militaire israélienne qui en est à son 22e jour. On va entendre votre avis sur la question Nissim Zvili dans un instant. Pour le moment, quelques indices de la bouche du Premier ministre. Il s'est exprimé hier soir à 20h en direct à la télévision israélienne. Nous savions que nous aurions des jours difficiles. C'est un jour difficile et douloureux. Nous avons besoin d'endurance et de détermination pour combattre ce groupe de terroristes meurtriers qui n'aspirent qu'à nous détruire. Je l'ai dit et je le répète, nous devons être préparés pour une campagne militaire de longue durée. Ça veut dire quoi, une campagne militaire de longue durée ? Je voudrais répéter ce que je dis déjà il y a presque une semaine. Je crois que le triumvirat qui gère cette crise et cette opération militaire le fait d'une façon remarquable. Je crois qu'il y a trop de personnes politiques qui se permettent de critiquer le gouvernement en pleine opération militaire. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est inconcevable que des ministres qui sont membres du cabinet de sécurité sortent... Et souvent membres du même parti que le Premier ministre. Du même parti, de même tendance politique. Ils essayent de présenter des alternatives après que le cabinet ait pris sa décision. Et après, on parle du moral du peuple, de l'union du peuple. Et aujourd'hui, l'opposition prend une position beaucoup plus responsable que celle du gouvernement. Et hier, j'ai entendu des discours faits par des hommes de gauche et de droite. J'ai cru qu'ils ne comprennent pas dans quelle situation on se trouve. Je crois que cette équipe de triumvirat que j'appelle, Netanyahou, le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Il y a ici un partage dans le travail. Chacun a son point de vue. Benny Gantz, comme chef d'état-major, c'est un homme militaire vraiment un des meilleurs qu'on a jamais eu. C'est un stratège, il sait exactement où il veut mener. Le ministre de la Défense, avec beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités, beaucoup de détermination. Et Benjamin Netanyahou qui prend en considération d'autres éléments qui, en fin de compte, devront être pris en considération, la communauté internationale, la position d'Israël dans le monde entier. Et c'est exactement ce dont on avait besoin maintenant. C'est exactement ce genre d'équipe. Le deuxième élément qu'il faut comprendre, les trêves dont on a parlé, elles ont été utilisées par l'armée israélienne pour détruire déjà 90% des tunnels souterrains. Il ne faut pas oublier ça. On n'a pas vraiment arrêté l'opération militaire. On a arrêté de tirer sur des positions et sur des villes américaines. Parlons, je voudrais parler du troisième élément. Quand on parle de la prochaine étape, ok ? Il n'y a pas trois directions. Il y a ou bien on arrête après la destruction des tunnels, ou bien on rentre dans une offensive beaucoup plus large. Et on réinvestit militairement totalement la bande de Gaza. Et c'est pas seulement ce qu'il faut, c'est pas la bande de Gaza. Le problème, c'est la ville de Gaza.
Aujourd'hui, il y a 140 000 réfugiés qui ont quitté leur village aux alentours de la ville de Gaza. Et ils se sont tous réfugiés dans Gaza. Alors, entre ces deux options, Nissim Vili, je vous pose la question. D'abord, celle de savoir ce que le gouvernement, à votre avis, va décider de faire. Et deuxièmement, ce qui vous semble juste de faire à vous. Personnellement, je crois qu'il faut arrêter immédiatement, après la destruction des tunnels. Il faut continuer, rien qu'avec l'armée de l'air et ce qu'on peut faire avec l'artillerie de loin. On ne doit pas laisser nos soldats dans cette région de 1 km de profondeur sur 40 km de large. Je crois qu'on a pris des très bonnes décisions en permettant à un nombre limité de soldats de rentrer dans la bande de Gaza. On aurait pu être beaucoup plus... Retirer les troupes terrestres, ça ne veut pas dire arrêter l'offensive, c'est ce que vous dites. Ça ne veut pas dire accepter un cessez-le-feu. Non, ça veut dire que s'il y aura un cessez-le-feu qui aura des résultats politiques acceptables, on peut l'accepter. Mais de notre point de vue, le gouvernement doit continuer à attaquer des positions du Hamas, à essayer de détruire le maximum possible de ces positions et des stocks de missiles. Et il ne faut pas oublier un troisième élément, c'est que les deux atouts les plus importants du Hamas, qui étaient d'un côté les missiles et de l'autre côté les tunnels, ils vont être en fin de compte, ils ne vont plus exister. Grâce au système anti-missile qu'on a développé en Israël, qui a intercepté 95% des missiles, ils sont plus efficaces. Et maintenant, le deuxième atout, c'était les tunnels qui vont être détruits, j'espère tous. Et aujourd'hui... Alors, vous vantez les mérites de l'opération de Tsahal, de cette troïka dirigeante. Pourtant, Nissim Vili, 22 jours après le début de l'opération, on le voit, le Hamas est loin de lever le drapeau blanc. Cette nuit, pour la première fois, en pleine nuit, 2h30 du matin, des missiles sur Tel Aviv. Hier, 10 soldats tués après 3 semaines d'opération. Est-ce qu'Israël en fait assez ? Tout d'abord, il faut quand même faire la distinction entre le discours du Hamas et ce qui se passe, la réalité sur le terrain. La réalité, c'est des nouveaux soldats et des tirs qui continuent. La réalité sur le terrain, qui sont encore capables de tirer des missiles sur Tel Aviv, peut-être même dans la direction de Haïfa. Mais ce qui se passe sur le terrain, ceux qui ont déjà perdu l'atout des tunnels, on est en train de lutter contre les missiles. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2300 tirs de missiles. Ils ont tous été, les 25% ont été interceptés, le reste est tombé sur des terrains vides. On a eu trois victimes civiles, mais après 2300 tirs de missiles, vous comprenez, c'est déjà un tiers de leur arsenal de missiles a été tué. Est-ce que Tsahal en a fait assez depuis 3 semaines, de plus en plus de critiques sur ce point-là? En 3 semaines, j'ai entendu des ministres s'exprimer dans cette direction. Je crois que ça aussi, c'est inconcevable. Je crois que l'armée israélienne a fait le maximum possible dans ces conditions. On aurait pu faire peut-être plus si on aurait accepté de passer quelques normes morales qui nous conduisent encore comme des valeurs de base de l'armée israélienne. Aujourd'hui, poser la question, on est 3 semaines après le début de l'opération, qu'est-ce que vous avez fait d'un ministre israélien? C'est vraiment complètement inacceptable. D'abord, c'est un point de question sur l'armée. Ce n'est pas seulement au niveau politique qu'il a posé cette question. Est-ce que l'armée israélienne a fait tout ce qu'elle peut? Elle a fait tout ce qu'elle pouvait dans les conditions qui existent et sous les instructions d'un gouvernement légitime dans l'État d'Israël. On s'arrête un instant, Nissim Vili, parce que je me tourne vers vous, Eleanor Veil. Vous vous trouvez dans le sud d'Israël, à l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva. Alors, on l'a dit, les tirs se sont poursuivis cette nuit, notamment sur le centre d'Israël, mais également sur le sud. Quel est le bilan des missiles tirés ces dernières heures ? Alors écoutez, Be'er-Sheva plutôt calme cette nuit et les derniers jours. La dernière roquette date d'il y a 2 jours, donc on peut dire un calme relatif. Mais il faut savoir que 9 blessés suite aux 2 événements d'hier. Le premier, cette tentative d'infiltration de terroristes en territoire israélien, et le deuxième, les tirs d'obus de mortier. On fait 9 blessés qui sont venus cette nuit, dans la nuit, qui ont été rapatriés dans la nuit, certains par hélicoptère, certains par véhicule, à l'hôpital de Soroka. Certains
d'entre eux sont en ce moment même en train d'être opérés. Alors ici même, dans cet hôpital qui est l'un des plus grands, comme vous le savez, d'Israël, 36 blessés depuis le début de l'opération sont toujours en train de se faire soigner. Un d'entre eux est dans un état extrêmement grave, 5 autres définis comme un état plus ou moins grave et encore 7 dans un état moyen. Et le reste, ce sont des blessés légers. Nous avons pu nous entretenir avec le porte-parole de l'hôpital qui nous a réexpliqué à quel point l'hôpital avait mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir gérer les crises et gérer le plus de personnes possible. Car comme vous le savez, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a déclaré hier que l'élargissement de l'opération en cours était extrêmement possible ces prochains jours, ce qui veut dire plus de blessés potentiels dans les prochains jours. Donc l'hôpital se prépare à cette éventualité-là aussi. Alors Eleonore, d'après ce que vous avez pu constater sur place depuis quelques jours, après 3 semaines de guerre, après des allées et venues, des rumeurs incessantes de cesser le feu, est-ce que le pays est entré dans une sorte de routine de guerre ? Écoutez, les habitants du sud du pays en ont marre, mais ils disent qu'ils veulent continuer cette opération jusqu'au bout. Ils sont prêts à ne pas avoir un cessez-le-feu dans les jours à suivre si l'opération permet, et là je reprends leur terme, d'éradiquer le Hamas et d'arrêter cette situation de roquettes qui tombent, faut le dire, très fréquemment dans le sud d'Israël, pas seulement depuis ces 3 dernières semaines, mais depuis maintenant des années. Le sud d'Israël est la région la plus ciblée, vous le savez, par les roquettes en provenance de la bande de Gaza. Donc ici, le moral est assez bas, mais les habitants sont prêts à continuer à souffrir cette situation encore quelques jours si cela signifie la fin de cette situation et le retour au calme dans cette région. Merci beaucoup, Eleonore. Nissim Vili, c'est vrai que le Sud est habitué à cette situation. On est finalement dans une guerre d'usure qui dure depuis plus de 10 ans maintenant entre Israël et le Hamas, avec des pauses et puis les rondes de violence reprennent. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'Israël change de message à l'égard du Hamas, change de méthode à l'égard du Hamas ? Vous savez, ça dépend comment on essaye de décrire cette crise ou cette guerre. Moi, on n'est pas en guerre. On est dans une opération militaire qui a des effets collatéraux sur une population israélienne. Et quand même, le pays continue à fonctionner. Ça veut dire de déclarer un état de guerre en Israël, ça a des conséquences très graves. Il faut faire très attention. Même le gouvernement n'utilise pas cette expression. Et ce que je voulais dire, que quand on parle de continuer l'opération militaire, ça veut dire quoi ? Quelqu'un peut nous décrire, quelqu'un croit vraiment qu'on peut éradiquer le Hamas, qui va disparaître complètement. C'est impossible. Le mouvement du Hamas, c'est pas seulement la branche armée, c'est un mouvement qui a une idéologie, c'est un mouvement qui est enraciné dans la société. Et c'est pour ça que palestinienne, et pour ça de parler de l'éradication du mouvement, c'est irresponsable, c'est illusionnaire. Ce qu'on peut faire, le maximum, c'est affaiblir sa branche armée. Ça doit être le but de cette opération. Et après, il faut voir quelles vont être les conséquences. Et je crois que personne, même ceux qui se permettent de dire il faut continuer, il faut les faire disparaître de la nature, ils n'essayent pas de comprendre quelles vont être les conséquences. Ils aiment faire ces discours. Et après, ces discours sont retenus par une partie de la population israélienne. Mais en fin de compte, pour entrer dans une bande de Gaza, il faut savoir comment se passe une guerre dans un terrain habité. Il faut savoir comment ça se passe. Il faut savoir comment maintenant que le Hamas, ils sont entraînés, qu'ils sont très bien armés, faire entrer là-bas des milliers de soldats israéliens, ça risque d'être très dangereux. Merci beaucoup, Nissim Vili. Vous restez avec nous. On se retrouve après une petite pause. Il est 8h30 à Tel Aviv. Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer ce matin. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. On est loin d'un cessez-le-feu ce mardi encore. Journée sanglante hier pour Israël. 10 soldats tués en moins de 24 heures. 5 soldats tués par des terroristes qui se sont infiltrés hier en fin de journée par un tunnel en territoire israélien. Ils ont également tenté d'enlever sans succès un des corps de soldats israéliens. 4 autres soldats ont été tués par un obus de mortier à quelques mètres de la frontière et un dernier soldat a été abattu lors de combats à Khan Younes, ce qui porte le bilan total à 53 soldats tués depuis le début de l'opération.
Et l'offensive israélienne s'est intensifiée ces dernières heures. Frappe intensive dans le nord de la bande de Gaza. Plus de 150 cibles touchées cette nuit. De sources palestiniennes, eh bien, le domicile d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas à Gaza, aurait été bombardé. Tout comme les bureaux d'Al-Aqsa, la télévision du Hamas. 17 tunnels sur 31 auraient été détruits jusqu'ici. Les Palestiniens font état de 32 morts cette nuit. 1100 en tout depuis le début de l'opération et parmi eux, des civils. Hier soir, nouvelle déclaration commune du Premier ministre, du ministre de la Défense et du chef d'état-major israélien. Leur message, il faut s'attendre à une opération de longue durée. L'objectif est d'éliminer définitivement la menace terroriste qui pèse sur Israël. Enfin, à noter ce volte-face américain, John Kerry et Susan Rice rectifient le tir en déclarant que la démilitarisation de Gaza devra bel et bien figurer dans un accord de cessez-le-feu. Les appels de Binyamin Netanyahu ont donc porté leurs fruits. Voilà, et sur notre plateau, nous a rejoint Raphaël Yerushalmi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Betsabé, bonjour à vous aussi. Bonjour Barbara. Et Nissim Vili est encore toujours avec nous. Vous le savez, chaque conflit et surtout dans la région, eh bien, c'est l'occasion de nouer et de dénouer des alliances. Deux camps sont en train de se dessiner, les pros et les anti-Hamas. D'un côté, le Qatar et la Turquie, appuyés hier de façon assez surprenante par les États-Unis, et de l'autre, vous l'avez dit Nissim Vili, l'Égypte, la Jordanie, Israël, autorité palestinienne, et également un dernier acteur qui est entré dans la danse. Je parle de l'Arabie saoudite. On va en parler avec vous, David Rigolero, chercheur à l'IFAS et spécialiste du Moyen-Orient. Alors Mahmoud Abbas était hier avec le roi saoudien. Quel rôle vont essayer de jouer les Saoudiens dans ce conflit ? Bonjour. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que par-delà l'affichage d'un soutien largement convenu à la cause palestinienne, la position saoudienne a toujours été très ambiguë vis-à-vis du nationalisme palestinien et en particulier vis-à-vis du rôle du Hamas, de la place du Hamas dans cette configuration. Il faut rappeler que le Hamas est une émanation des frères musulmans, que les frères musulmans font partie des ennemis déclarés aujourd'hui de Riyad. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Riyad a soutenu le renversement du président Morsi en Égypte, qui était évidemment issu des frères musulmans. Et dans ce cadre-là, la situation du Hamas, à la limite, il y a une satisfaction cachée de la part de Riyad concernant la situation actuelle du Hamas. Est-ce que Riyad va tenter de jouer lui aussi le rôle de médiateur, un de plus, dans cette crise ? De médiateur, Riyad va soutenir vraisemblablement le Fatah de Mahmoud Abbas. Et la proposition égyptienne ? Et la proposition égyptienne, mais enfin, il s'agit d'une certaine manière d'une proposition dont chacun sait que les attendus sont très très limités parce que le Hamas ne pourra pas valider les conditions qui sont données. En l'occurrence, d'une certaine manière, Riyad fait en sorte que le Hamas rejette toutes les initiatives, toutes les médiations qui pourraient émaner du camp anti-frériste, c'est-à-dire à la fois de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. Il faut bien comprendre que derrière le Hamas, pour Riyad, c'est l'Iran qui apparaît. Et c'est le deuxième cauchemar de Riyad. Et on peut rappeler que le Hamas a repris langue à partir du 10 mars 2014 avec Téhéran, notamment pour être soutenu à la fois financièrement et en armes. Et donc, dans ce cadre-là, la situation de l'Arabie saoudite, c'est de marginaliser le plus possible le Hamas au profit du Fatah de Mahmoud Abbas. Et donc, l'opération israélienne contre le Hamas n'est pas forcément mal perçue du point de vue de Riyad. Merci beaucoup, David Rigoleros, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Raphaël Yerushalmi, est-ce qu'on pourrait imaginer une coopération directe dans différents domaines entre l'Arabie saoudite et Israël, selon plusieurs responsables? C'est déjà le cas, en secret, dans l'ombre, à cause d'intérêts communs et d'un ennemi commun, l'Iran. Non, c'est tout à fait possible. Les rumeurs qui courent, je ne les confirmerai pas ou non, mais la possibilité est bien là. La carte du Proche-Orient change souvent. Ces derniers mois, elle a beaucoup changé. Les alliances différentes ont été interverties entre beaucoup de pays pour des raisons comme celles qu'on vient d'expliquer de l'Iran et des frères musulmans.
Et donc il est tout à fait possible que non seulement l'Arabie Saoudite, mais d'autres pays soient en contact avec Israël. Vous ne confirmez pas ces rumeurs. Amos Gilad les a confirmées. Il est le coordinateur politique du ministère de la Défense israélien. Il l'a fait, il déclare il y a quelques jours que tout se passe en secret, que rien n'est public, mais que la coopération sécuritaire entre Israël, l'Égypte et les pays du Golfe est à son apogée. C'est ce qui est en train de se jouer. Oui, un intérêt commun qui est quand même évident. N'oublions pas que nous sommes quand même au Proche-Orient. La logique et la cohérence ne dictent pas toujours les décisions. Dans ce cas précis, il semblerait que oui. Nissim Vili, est-ce qu'on est aux portes d'une occasion historique de resserrer les liens pour Israël avec ces pays du Golfe, avec l'Égypte, avec l'autorité palestinienne qui s'unirait dans un front contre le Hamas? D'abord, il faut opter pour la solution politique. Okay? Cette opération militaire va se terminer, j'espère que le plus tôt possible. Et après, on devra avancer dans un processus. Je crois qu'on se trouve dans une situation dans laquelle on ne s'est pas trouvé plusieurs années. Il y a une déchirure dans le monde arabe et musulman. Il y a une déchirure entre les sunnites. Les ennemis les plus durs de l'Arabie saoudite, des pays arabes modérés, ce sont les extrémistes des nouvelles organisations qui se sont créées au sein des sunnites. Je ne parle pas du tout des chiites. Ils qui mettent en danger le pouvoir des sunnites modérés. Et je crois qu'aujourd'hui, si on réussira il ne faut pas le construire ouvertement. Il faut le construire avec des bases solides. Et surtout, il faut préparer pour la bande de Gaza, basé sur la démilitarisation, il faut préparer un plan Marshall de la bande de Gaza. Avec ces acteurs-là qui pourraient jouer ce rôle. Avec ces acteurs-là, ils peuvent le financer, ils peuvent aider. D'un côté, la pression internationale pour essayer de neutraliser les armes de la branche armée du Hamas. De l'autre côté, donner au peuple palestinien 1,5 million ou 1,8 million de Palestiniens sur 340 km². Ils doivent décider de leur avenir. S'ils décideront qu'ils ne veulent pas impliquer un plan Maréchal qui va être proposé par la communauté internationale, soutenu par les pays arabes modérés, ça sera leur décision, ils décideront de leur avenir. Le refinancement de la bande de Gaza pourrait être saoudien? Oui, je crois qu'il faut ouvrir toutes les options et les présenter au peuple palestinien et surtout soutenir le pouvoir de Mahmoud Abbas et du Fatah pour qu'ils prennent les rênes de la bande de Gaza aussi. C'est ça la vraie lutte contre le Hamas. Et est-ce que l'objectif de cette alliance peut-être serait d'affaiblir le Hamas pour remettre les clés de Gaza à Mahmoud Abbas? Exactement. Le but en fin de compte, pas Mahmoud Abbas, mais un mouvement modéré, ça peut être Mahmoud Abbas, ça peut être Marwan Barghouti plus tard, je ne sais pas exactement qui, mais il faut créer une ambiance telle dans la bande de Gaza comme on a réussi à la créer dans la Cisjordanie pendant les dernières décennies. Il y a une ambiance différente, ça veut dire on n'est pas si violent dans leur conduite quotidienne. Il faut ouvrir une option d'avenir au peuple qui vit dans la bande de Gaza. Si on n'utilise rien que la force militaire, ça mène nulle part. On est capable de conquérir toute la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on va faire avec 1,5 million de Palestiniens qui va s'occuper de leurs besoins quotidiens? C'est un cauchemar de penser qu'on va reconquérir la bande de Gaza et assumer toutes les responsabilités de cette conquête. Ça, c'est impensable. Il faut que ça se fasse par la politique, il faut que ça se fasse de façon douce et démocratique de l'intérieur. Exactement. Surtout, il faut les soutenir et je crois que ce front peut les soutenir. Et surtout, il ne faut pas oublier le rôle de l'Égypte. Parce que si on veut vraiment affaiblir le Hamas, et l'affaiblissement du Hamas a commencé quand les tunnels de Sinaï ont été détruits par les Égyptiens. Nous, on n'a pas réussi à les détruire pendant 20 ans de présence dans la bande de Gaza. Les Égyptiens l'ont fait en 1 an. 1300 tunnels, ils ont réussi à fermer et à bloquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Hamas voudra se rearmer, il aura beaucoup plus de difficultés qu'il avait dans le passé. Que le régime égyptien est ce qu'il est aujourd'hui. Vous restez avec nous, on va jeter un coup d'œil. Vous voulez réagir là-dessus, Raphaël? Je voulais juste dire, je le dis tout le temps, la solution politique n'arrivera jamais sans une décision militaire sur le terrain. Le Hamas ne négociera jamais tant qu'il ne se sentira pas ou battu ou très menacé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à 50% du travail. Si on a un cessez-le-feu maintenant, c'est comme si on referme un opéré avant d'avoir terminé l'opération
et en plus avec des grèves qui ne vont pas tenir. Voilà, pour vous, il est trop tôt. On va en reparler dans un instant, mais je me tourne pour l'heure vers vous, Betsabé. On va jeter un coup d'œil à la presse internationale ce matin. Comme tous les matins, vous avez pris le pouls des médias sur ce qui est en train de se jouer ici. Oui, et malgré 21 jours de bordure protectrice... 22 même, on peut le dire. On est en 22e. Donc après 21 jours terminés de bordure protectrice, d'opérations terrestres et autres tirs d'artillerie, le Figaro conclut facilement que l'objectif de Benjamin Netanyahou, donc de ramener le calme dans le sud d'Israël, n'est toujours pas atteint. Alors il a pu résister jusqu'à présent à l'aile dure de son gouvernement, explique le journal, avec cette citation prise par le Figaro de Yair Shamir, ministre israélien de l'agriculture, donc de Israël Beitenu. Notre armée n'a pas eu le temps de finir le travail, c'est dommage, mais maintenant la reprise des combats, justement hier, va le contraindre le Premier ministre israélien à réagir et à élargir sans doute le champ des opérations militaires dans plusieurs villes et quartiers palestiniens. C'est ce qu'estime le Figaro, avec pour preuve que Tsahal a demandé hier aux habitants des alentours de Gaza de rejoindre le centre-ville. Pas de quoi calmer le conflit non plus. Ce vrai choc en Israël, dit RFI. Au moins 4 personnes ont été tuées hier dans un kibboutz de la région d'Eshkol, tout près de la frontière, par un obus de mortier tiré depuis Gaza. Le coup le plus dur, explique RFI, porté à la population civile en Israël depuis le début de la guerre, le 8 juillet dernier. Il s'agit de soldats, entre-temps, Il s'agit de soldats, voilà, exactement. Alors, pas de résolution du conflit en vue, on a compris, c'est la tendance. Prenez par exemple aussi le New York Times, qui rappelle les événements sanglants d'hier, en fin d'après-midi. D'un côté, des soldats israéliens qui ont été tués par des obus de mortier tirés par le Hamas, ou encore ce terroriste surgit d'un tunnel. De l'autre, l'explosion au camp de réfugiés de Chati, qui a fait 10 victimes, dont 8 ou 9 enfants, une autre frappant un pan de l'hôpital lui-même. Le New York Times précisant que Tsahal a démenti être responsable de ces attaques, mais allez expliquer ça aux Gazaouis. Voilà, et puis on reparle des États-Unis. On en a parlé avec vous, Nissim Villian, en début d'émission. Les États-Unis, on l'a dit, qui ont été pas mal critiqués par les médias israéliens après cette fameuse proposition, Kerry. Et les médias américains s'en rendent compte ce matin. Oui, ils se sont réveillés de leur week-end avec ces critiques unanimes venant d'Israël à l'égard de leur diplomatie et notamment du projet de cessez-le-feu initial de John Kerry. Le Washington Post écrit que c'est le sujet sur lequel tout le monde est d'accord en Israël. Un chœur de critiques incroyable envers Kerry. Plusieurs exemples sont donnés, notamment à cet édito d'Haaretz dont on a parlé, signé Ari Shavit, qui écrit qu'une fois de plus, Obama a montré que son administration est la meilleure amie de ses ennemis et la pire ennemie de ses amis. Et le Washington Post soulignait qu'il faut un certain talent quand même pour irriter non seulement et la droite et la gauche israélienne, mais aussi à la fois Jérusalem et Ramallah en se basant sur cet édito du Jerusalem Post. Voilà, et puis les médias attirent toujours l'attention ce matin sur la situation humanitaire à Gaza. Le bilan pour l'heure, 1100 morts et parmi eux des civils. Exactement, c'est l'ouverture ce matin du site de Le Monde. Israël n'écarte pas une longue campagne à Gaza après une journée sanglante, sans qu'on peut voir sur cette photo, avec cette chaussure seule montrée en premier plan. Le Monde qui évoque une fois de plus donc ces 10 personnes, dont 9 enfants qui ont été tués dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, on vient d'en parler, sans pour autant préciser cette fois-ci que les roquettes viendraient du côté palestinien, selon Tsahal. Et puis autre façon d'évoquer ces victimes à Gaza, ce reportage du Figaro, donc toujours en France, regardez, Mohamed Tarouche, c'est l'homme qui lave les corps de Gaza. L'envoyé spécial évoquant en passage le corps d'un enfant de 4 ans qu'on lui a apporté hier. Le thanatopracteur prétend avoir lavé plus de 130 cadavres de civils depuis le début de l'opération israélienne. Ce qui fait de lui donc un homme expérimenté. D'ailleurs, il dit qu'après le massacre, dit-il, de l'école de Beit Hanoun, eh bien, il a reconnu que c'était bien des tirs d'obus de mortier, estimant ce sujet que les Israéliens, qui disent avoir tiré dans une cour qui était vide, eh bien, les Israéliens esquivent leur responsabilité en accusant le Hamas. Ils cherchent à briser l'unité du peuple palestinien. Et l'envoyé spécial de se demander pour finir qu'en est-il des pertes du Hamas. Il décrit alors un Abou Mohamed Tarouche qui se crispe soudain. Je n'ai vu que des civils, coupe-t-il. Pourquoi cette réponse ? Eh bien, selon le journaliste du Figaro, le laveur de corps serait gêné d'évoquer les pertes de la résistance.
Merci beaucoup Betsabé. Nissim Zuli, juste une réaction là-dessus. Face à cette situation à Gaza, évidemment la pression internationale va se resserrer sur Israël. On a noté un changement de ton de Ban Ki-moon hier. L'ONU qui publie une carte des dégâts causés à Gaza. Ban Ki-moon qui parle de Gaza comme après un ouragan, qui parle de comportements irresponsables de part et d'autre. Israël peut rester sourd à ces appels ? On a déjà l'expérience de cette situation. Au début, on soutient conditionnellement le droit d'Israël de défendre ses citoyens. Après, on commence à compter les morts et les blessés dans les deux côtés. Après, on arrive à des décisions des Nations Unies. C'est normal, ça veut dire que ça va se développer dans cette direction. Mais ce que je voudrais, c'est que je voudrais être sûr que ce gouvernement, s'il prendra une décision d'arrêter le feu, de rentrer dans un processus politique, ce n'est pas à cause de la pression internationale. Il doit le faire dans l'intérêt de l'État d'Israël. C'est ça, il faut soutenir le triumvirat qui gère cette guerre aujourd'hui, donner le soutien au Premier ministre, au ministre de la Défense et au chef d'état-major. Laissez-les gérer cette crise et cette opération. Ils le font exactement dans l'intérêt de l'État d'Israël. Merci beaucoup Nissim Zuli. Je vous libère et je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir. Et on se tourne à présent vers la frontière entre la bande de Gaza où on retrouve Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Quelle est la situation ce matin à Gaza ? Est-ce que l'opération israélienne a repris en intensité après plus ou moins 48 heures d'accalmie ? Complètement, Barbara. Là, je suis le témoin depuis 2-3 minutes des tirs de blindés, d'artillerie, également des tirs d'artillerie derrière. Moi, nous sommes à Sajaya, dans les faubourgs de Sajaya, en tout cas, des tirs d'artillerie qui pilonnent les positions du Hamas. Les habitants, en tout cas les civils, pour reprendre un petit peu le débat dont vous parliez sur le plateau, les civils ont été invités hier par message vocal et par texte SMS à quitter les lieux. Tout civil qui restera au milieu des combats sera considéré comme une cible potentielle. Voilà le message envoyé par l'armée israélienne. J'ai pu m'entretenir il y a quelques instants avec les soldats qui sont en train de scruter les lieux derrière moi à Sajaya, et ils disaient effectivement que des civils, pour la première fois depuis quelques semaines, ont accepté ce message de l'armée israélienne et commencent à fuir le théâtre des combats. A priori, le Hamas aurait peut-être une main plus souple concernant ces civils qui sont coincés entre les positions du Hamas et l'armée israélienne. En tout cas, une journée particulièrement dure hier pour l'armée israélienne. 10 soldats y ont trouvé la mort dans 3 incidents différents. 4 soldats qui sont morts après un tir d'obus de mortier. 5 après une tentative d'infiltration et d'ailleurs une tentative également de kidnapping d'un soldat. Il a fallu qu'un soldat soit particulièrement clairvoyant. Il a tiré sur l'un des terroristes qui était en train de kidnapper l'un des corps sans vie qui était en bas sur le terrain. Et puis un autre soldat, un 10e soldat, a trouvé la mort lorsqu'il a été visé par un tir de sniper à l'intérieur cette fois de la bande de Gaza. Merci beaucoup Mathias. Raphaël Rochemi, on va continuer de décrypter cette situation militaire avec vous. Ce que vous dites ce matin, c'est que l'armée a besoin de temps, va prendre le temps ? Oui, elle est obligée. Comme je vous l'ai dit, on est à 50%. C'est presque mathématique. 50% des roquettes qui ont été détruites ou gaspillées par le Hamas. 50% des tunnels qui ont déjà été détruits. On n'a pas encore tout détruit. On est un peu loin de 50% pour les troupes du Hamas, qui sont encore estimées à une quinzaine de mille de combattants. Donc on est loin d'avoir accompli même le minimum. Donc les tunnels, tout le monde prétend, ça va prendre encore une semaine. Je prétends que ça devrait prendre beaucoup plus si on veut non seulement les détruire, mais s'assurer qu'il n'y ait pas, du côté de la zone frontalière, la possibilité de les recreuser très vite. Si ce n'est pas déjà fait, il y a peut-être déjà des gens qui creusent. Donc c'est disons une semaine, 10 jours. Et si on veut vraiment atteindre les objectifs, par exemple, ne plus avoir de tirs de roquettes sur Israël, ou avoir un cessez-le-feu qui dure, il est certain que c'est une opération de plus grande envergure. 10 soldats sont morts hier. Doivent-ils être considérés comme les soldats morts lors des dernières opérations? Ça veut dire qu'ils sont morts pour un cessez-le-feu qui va durer 1 an, 2 ans. Doit-il être considéré comme les 10 soldats qui sont morts
pour changer cette réalité. La donne sur le terrain. On va continuer avec vous d'essayer de comprendre ce qui se joue à Gaza lors de cette offensive israélienne, notamment avec ce reportage. L'armée israélienne a laissé rentrer pour quelques heures ce week-end les journalistes des grandes chaînes de télé israéliennes uniquement. Ils sont rentrés dans Gaza donc pour quelques heures. Voici les images qu'a ramené Ronnie Daniel de la chaîne 2, commentée par Sandy Fortis. Nous voici dans la bande de Gaza, en pleine opération bordure protectrice. Devant nous, Beit Hanoun. D'ici, on entend la destruction des bâtiments et les lancements de roquettes vers Israël. Autrefois, Beit Hanoun était un quartier calme. Là-bas, pas de tension, même en pleine période d'intifada. Aujourd'hui, tout a changé. Dans le salon de cette maison se tient une réunion de l'unité combattante Nahal, la dernière avant que ces soldats de Tsahal partent en mission dans le village palestinien. Le commandant de l'unité, Uri Gordin, revient une dernière fois sur le déroulement de leur mission. C'est la procédure à suivre. On avance doucement mais sûrement et en sécurité. On élimine l'ennemi. Dans nos zones de combat, l'ennemi est affaibli. La plupart des tunnels et leurs dérivations ont été explosés et j'espère qu'ils seront détruits dans les prochains jours. La mission débute. Il faut désormais se déplacer sur des petits chemins entre des maisons détruites. Ici, les menaces principales sont les mines et les tirs de sniper. Tout ça, c'est du déjà-vu pour Tsahal. C'est pourquoi tout est calculé en amont. L'ordre est donné, c'est parti. Les terroristes du Hamas ne sont pas de grands guerriers. À chaque fois qu'on avance un peu, ils se replient. Peut-être qu'ils sont prêts quand ils entrent en terrain israélien la nuit par des tunnels pour attaquer nos civils. Mais quand on les combat, ce ne sont pas de grands guerriers. Ils ont des capacités, mais elles sont loin d'atteindre les nôtres. Cette méthode de fonctionnement s'appelle la combinaison des forces. Les tanks, pour sûr, personne ne les abandonnera. Il est préférable d'avancer à leur côté. L'ingénierie, les démineurs sont aussi sollicités en raison des nombreuses mines enterrées. Elles n'attendent que d'exploser dès qu'un soldat y posera le pied. Ces gros bulldozers sont là pour frayer un chemin, éliminer tout obstacle. Quant aux drones, ils survolent la zone et envoient tout renseignement aux forces au sol. Tout ça dans un but commun, localiser les tunnels, détruire les infrastructures du Hamas et éliminer les terroristes. L'avancée est très lente, quelques centaines de mètres en 3 heures. Je ne suis pas pressé. D'ici à ce qu'on batte le Hamas, qu'on élimine la menace, qu'on élimine les tunnels, qu'on remplisse notre mission, on ne rentrera pas tant qu'on n'aura pas atteint notre objectif. Fin de mission pour les journalistes. Les soldats, eux, vont poursuivre la leur pendant 2 longues heures. Ils vont continuer d'avancer, même pendant la nuit. Il est vrai qu'il ne reste presque plus de terroristes du Hamas dans cette zone, mais il y reste des pièges, des explosifs contrôlables à distance et des tunnels à trouver et à détruire. Un objectif que les soldats de Tsahal vont continuer de poursuivre jusqu'à ce que sonne la fin de l'opération bordure protectrice. Voilà, alors Raphaël et Eugénie, très concrètement, les troupes se trouveraient sur une ligne dangereuse au stade actuel, encore dans une zone assez proche de la frontière, et il faut prendre une décision, soit avancer, soit reculer. Oui, exactement. Je pense que ça va être avancé, et ça va même être avancé vers l'endroit le plus complexe, Gaza City, donc le centre de la ville de Gaza, parce qu'il y a une décision très claire maintenant de toucher les dirigeants, le haut commandement du Hamas. Cette décision, c'est parce que le Hamas, comme on l'a dit tout à l'heure, ne négociera pas un cessez-le-feu tant qu'il ne se sentira pas menacé, déstabilisé. Or, cela n'arrivera que lorsque les dirigeants eux-mêmes, personnellement, se sentiront menacés. On a détruit la maison de M. Haniyeh. C'est un début. Il y a une difficulté en ce moment, même pour l'armée de l'air, à supprimer des personnalités du Hamas qui ne sortent plus du tout de leur bunker. Parce qu'ils se trouvent dans les bunkers souterrains. Voilà, donc on n'arrive plus du tout. Si on veut les atteindre ou du moins les inquiéter, on a symboliquement attaqué la radio, la télévision. Tout cela est très symbolique pour qu'ils se sentent menacés. Il faudra peut-être aussi qu'ils entendent le bruit pas des soldats ou des tanks dans les rues de Gaza City, d'en dessous de là où ils sont cachés. Sans décréter l'élargissement de l'offensive officiellement, Benny Gantz annonce quand même hier, il prévient, nous regrettons et nous regretterons chaque mort civile à Gaza, mais nous allons frapper le cœur de Gaza et ça va faire mal. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, alors il y a quand même 2 choses qu'il faut bien préciser, puisqu'on a parlé de la presse internationale. Les victimes,
les 1000 et quelques victimes ne sont pas 1000 et quelques victimes civiles. Il y a plus de 400 à 450 terroristes confirmés. Les listes ont été envoyées par l'armée israélienne dans des tracts sur Gaza pour dire voilà, ça, ce sont des terroristes. Plus de 450. Il y a entre 50 et 100 terroristes qui sont morts d'accidents de travail. C'est-à-dire où le tunnel s'est écroulé, où leurs propres bombes les ont tués. Nous sommes à peut-être 250 civils de tués. Les chiffres faramineux de femmes et d'enfants sont des exagérations complètes. Et le mensonge des chiffres du Hamas, difficiles de décerner le vrai du faux, de décerner les sources israéliennes et palestiniennes. Il faudra sûrement attendre pour avoir une idée plus claire. En attendant, les habitants de 2 quartiers de Gaza ont été appelés à évacuer. Hier, on parle de Zetoun et Djebalia. On va peut-être voir une carte immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi on élargit l'offensive si ça arrive à ces quartiers-là? Des camps ce qu'on appelle des camps de réfugiés. Et Djebalia est très très proche, on se rapproche donc de Gaza City. L'avantage, c'est peut-être une pensée qui est, parce que ça a été fait par le passé, c'est aussi de scinder la bande de Gaza en deux, de séparer le nord du sud. Là aussi, par rapport aux chiffres, aux faits, n'oublions pas que toutes les images qu'on nous montre de bâtiments détruits, d'énormes explosions, ne concernent qu'une très très petite partie de la zone construite de Gaza. Les 2/3 de Gaza habités n'ont jamais été touchés par un tir israélien et ne seront peut-être pas parce qu'il n'y a pas là. Donc quand on croit qu'il n'y a pas pour les Palestiniens où aller, où se réfugier, il y a 2/3 de la bande de Gaza qui ne seront pas menacés. Par contre, des endroits comme Sedjie, comme Djebalia, sont des endroits qui ont toujours été des creusets du Hamas, des endroits dangereux et donc des cibles. Merci beaucoup pour ces explications, Raphaël Yerushalmi. Merci, Betsabé. On va se quitter pour un nouveau journal. On va faire le point sur l'actu du moment. Restez avec nous. ספירה לאחור של קודקוד לפיצוץ המנהרה לכיוון שטח מדינת ישראל. אפל. The Security Council expresses strong support for the call by international partners and the Secretary General of the United Nations for an immediate and unconditional humanitarian ceasefire. Every single time the international community called for ceasefire, we seized and Hamas fired. We will see whether Israel will honor and respect this humanitarian ceasefire and whether they will continue with this aggression against our people. Sur X24 News, c'est le morning, nous sommes en édition spéciale. Merci d'être avec nous. On va se tourner tout de suite vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza où on retrouve notre correspondant Mathias Inbar. Mathias, rebonjour. Alors après plus de 3 semaines d'offensive, le Hamas continue de tirer sur l'ensemble du pays. Ça a été le cas cette nuit à Tel Aviv pour la première fois en pleine nuit. Le Hamas continue de combattre et continue ses infiltrations au territoire israélien. Comment l'échelon militaire explique cette situation ?
Eh bien, écoutez, le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré ce matin qu'il savait, qu'il connaissait, les renseignements israéliens connaissaient l'emplacement exact de de ce tunnel qui sortait à 250 mètres dans le territoire israélien, en tout cas pour du côté de Nahal Oz, mais il ne savait pas exactement où ce tunnel sortait, exactement où était la sortie de ce tunnel. Et voilà la difficulté de l'échelon militaire israélien, c'est qu'ils savent plus ou moins l'existence de ces tunnels, mais ils ne savent pas où ils sortent. Et c'est tout l'enjeu de l'échelon militaire, parce que de ce type de tunnel, il y en a des dizaines. En tout cas, l'intégralité, on le sait désormais, des kibbutzim et des villages en bordure de la bande de Gaza, du nord au sud, le savent. À n'importe quel moment, des terroristes peuvent sortir de ces tunnels. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de le savoir, c'est que hier, lorsque ce commando est sorti et a commencé à tirer un tir anti-tank de RPG sur une position militaire, je vous l'ai annoncé il y a une demi-heure, l'un des soldats qui était dans une tour de ce qu'on appelle un field box, une tour en béton, a commencé à tirer en direction des terroristes parce qu'ils étaient en train de sortir, de kidnapper un corps sans vie d'un des soldats. Le commando du Hamas n'a pas combattu. Et il semble, selon l'échelon militaire, qu'il s'agisse d'adolescents, tout au plus de gens âgés de 18 à 20 ans, qui ne savaient pas se battre et qui sont envoyés par le Hamas, pour essayer de marquer un grand coup dans cette lutte contre Israël. Et voilà donc, pour répondre à votre question, tout l'enjeu de l'armée israélienne, de savoir comment lutter contre, non seulement à l'intérieur de la bande de Gaza, mais à l'extérieur, contre ces commandos qui sortent et qui rentrent en 10 minutes. Un quart d'heure après l'attentat, ils étaient présentés par la chaîne d'organes de presse du Hamas Al-Aqsa TV en disant « Voici les héros du jour ». Des héros qui avaient tué un peu plus tôt 5 soldats israéliens. Voilà, qui avaient tué 5 soldats, qui avaient essayé d'enlever un des corps sans succès. Mathias, toute la zone frontalière avec Gaza a été décrétée zone militaire fermée ce matin, à la lumière de ce que vous dites. Les civils y sont interdits d'entrer. C'est à cause de ces mêmes menaces d'infiltration ? Complètement. D'ailleurs, nous-mêmes, nous essayons en toute sincérité, essayons de trouver à chaque fois le moyen le plus à même de pouvoir nous laisser rentrer dans certains villages. Je dois dire que nous avons les pires difficultés à pouvoir communiquer de ce village, notamment de Kfar Aza, où nous nous situons, quelques centaines de mètres. Vous allez voir, Maël Benoliel va faire un zoom. Il y a une légère fumée qui sort derrière moi. C'est un obus de mortier qui vient de s'abattre il y a 5 minutes, tout au plus. Voilà pourquoi les civils sont invités à ne pas se rendre ici, dans cette région, parce qu'il y a énormément de civils qui viennent donner des cadeaux, du manger, de la nourriture et des vêtements aux soldats, qui viennent regarder exactement ce que fait l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Et justement, c'est ça le danger, c'est que vous avez entre 5 et 7 secondes maximum pour se protéger lorsqu'un obus de mortier est tiré à partir de la bande de Gaza, une distance de 3 km, il n'y a quasiment pas de sirène, et donc c'est très difficile de se protéger. Merci beaucoup Mathias Inbar, essayez quand même de rester à l'abri tout au long de cette journée. Nos invités, à présent, Laurent Siget, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Parti travailliste, et Boaz Bismuth, ancien ambassadeur d'Israël en Mauritanie, journaliste israélien. Je vais commencer par vous, Boaz. On l'a dit, on l'a vu, cela fait 3 semaines que ce conflit est engagé. On n'en voit pas la fin ce matin encore. Qu'est-ce qu'il vous semble juste de faire au stade actuel ? Bonne question. Alors, 3 semaines, c'est vrai, et puis on sait très bien que depuis le premier jour, même avant le début de l'attaque de l'opération terrestre, on parlait déjà de la fin de l'opération. On parle aussi, bien sûr, des alternatives, et comme vous savez très bien, les Américains, surtout nos plus grands alliés, même s'il y a ces désententes entre Netanyahu et Obama, aiment bien connaître toujours la fin du jeu, the end game. Alors ça, c'est une chose. Sauf que la deuxième, bien sûr, avant de parler de la fin de la guerre, de ce round, il faut bien sûr le gagner. Et là, c'est très, très difficile. On le voit encore. C'est pas les guerres que nous avons connues en 67 et 73. C'est un nouveau type de guerre, des guerres de guérilla qui ne sont pas très, très, très claires. Et en plus, vous avez les rapports de force qui ne sont pas les mêmes. Donc d'un côté, un groupe de guérilla et d'autre, une armée. Et surtout, les valeurs qui ne sont pas les mêmes. D'un côté, nous comptons et chaque mort, et nous avons vu hier encore ces 10 mondes qui s'écroulent. Alors que de l'autre côté, Mathias Ibar vient de vous expliquer à quel point on utilise non seulement la population, même tous les jeunes, chacun est bon pour le consacrer ou pour sacrifier plutôt sa vie. Donc c'est très, très difficile ce genre de conflit. Sauf que
Une chose, je crois qu'aujourd'hui, Israël a très bien compris, et surtout, je crois que je lisais aussi, pas dans mon journal, mais dans un autre, justement, que ce que peut-être Hamas et d'autres pays de la région s'étonnent, c'est de voir à quel point l'arrière-franc, je pense qu'on dit en français, l'arrière-franc, la force de l'arrière-France. Je pense que personne ne s'attendait que justement chaque enterrement que nous voyons, qui était censé bien sûr nous affaiblir, au contraire renforce l'opinion publique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Alors, je pense que bien sûr, ça a des, comment on va dire, il y a un prix à payer dans un tel conflit. D'abord, le prix humain qui est énorme, bien sûr le prix aussi de la vie quotidienne, de la normalité d'une population, de l'économie aussi, on le voit très bien. Sauf que je pense que l'opinion publique israélienne a très bien compris que, afin d'éviter un autre round le plus proche possible, et on voit à quel point ils sont proches 2008, 2012, 2014, afin d'éviter un prochain round, il faut justement mettre Hamas à genoux, ce que malheureusement l'Amérique n'a pas encore compris. La grande question, c'est de savoir ce que ça veut dire, mettre le Hamas à genoux. Laurent Siget, ça veut dire affaiblir la branche militaire, la branche politique, ça veut dire l'anéantir? Ça veut dire d'abord qu'il faut, je rejoins ce qu'a dit mon ami Boaz, mais il y a une chose dont il n'a pas parlé, c'est le dôme, ce qui a permis à la population, à l'armée de lutter tellement relativement facilement avec une opinion publique très forte, c'est parce qu'il n'y a pas eu pratiquement de pertes civiles à l'intérieur de l'État d'Israël. Le fait qu'ils aient tiré des milliers de roquettes et que la population ait pu, ici à Tel Aviv, moi-même je me suis réveillé cette nuit à 2h30, réveillé par le Hamas, avec des tirs de missiles qui ne font pratiquement pas de dégâts et de pertes humaines, ça a tout de même permis à l'opinion publique d'être d'un côté plus forte et de permettre à l'armée d'avoir une certaine marge de manœuvre qui est beaucoup plus large. Si on avait eu aujourd'hui 300 ou 400 pertes civiles sans avoir le dôme, eh bien nous serions à l'intérieur de Gaza et Gaza aurait été aujourd'hui certainement rasé complètement. Donc ça a permis, la donnée technologique en fait a changé toute la donne au Proche-Orient. Parce que même, rappelez-vous, il y a 2 ans, le Hezbollah tirait du nord. Il essayait de tirer, qu'il y ait des tirs du sud et des tirs du nord. Ici, le Hezbollah n'a pas bougé. Parce qu'il se dit, si je vais déjà attraper des frappes israéliennes, il ne va pas tirer des missiles pour avoir des réactions israéliennes et ça ne va rien faire à la population. Donc je crois que là aussi, l'ensemble du monde arabe est en train de regarder ce qui se passe militairement. Et moi, je suis convaincu, je vous dis, je suis 24 ans en Israël, je suis 100% d'accord avec Boaz. Cette fois-ci, il y a un consensus total dans la population israélienne pour terminer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire terminer? Ça ne veut pas forcément dire non plus éliminer politiquement le Hamas. Parce que si nous remplaçons le Hamas par Daesh qui va arriver d'Irak avec qui va vouloir l'État islamique. Les gens qui veulent le grand khalifa, je ne suis pas sûr qu'on fasse une bonne affaire. Donc là, je crois que le gouvernement doit essayer de voir. C'est pour ça aussi qu'il n'y aura pas, à mon avis, de reconquête de la bande de Gaza. Regardez les options que nous avons au Moyen-Orient, comme vous aimez bien dire en français, la peste et le choléra. Le Moyen-Orient, je crois que presque on a inventé ce terme ici. Alors, on se tourne tout de suite vers Eleanor Vell qui se trouve à l'hôpital Soroka à Beersheva. Alors on l'a dit, journée sanglante hier pour Israël, 10 morts et de nombreux blessés, notamment à l'hôpital Soroka. Qu'est-ce qu'on sait de leur état ? Alors, Barbara, selon un dernier bilan, 9 blessés ont été rapatriés hier à la suite des 2 événements, de la tentative d'infiltration dans le kibboutz de Nahal Oz et à la suite du tir d'obus de mortier qui a fait, vous le savez, 5 morts. Donc 9 blessés ont été rapatriés, une partie d'entre eux par hélicoptère. En tout, 36 blessés sont hospitalisés en ce moment même à l'hôpital Soroka, un des plus grands hôpitaux d'Israël qui se trouve à Beersheva. Mais Beersheva, la ville même de Beersheva, connaît un calme relatif depuis ces derniers jours, puisque la dernière sirène en date remonte à dimanche dernier, donc 2 jours de calme ici à Beersheva. En revanche, vous le savez, ce matin, les sirènes ont retenti une fois de plus dans la nuit à Tel Aviv, dans la région du Dan, et plus tôt dans la matinée à Sderot et dans le conseil régional d'Eshkol une nouvelle fois. Alors ici, à l'hôpital de Soroka, on se prépare un peu à toutes les éventualités, à la suite du discours de Benjamin Netanyahou hier, qui a parlé de l'intensification de l'opération terrestre en cours, ce qui signifie pour le service hospitalier peut-être d'éventuels nouveaux blessés. Donc on se prépare ici à ces éventualités.
Merci beaucoup, Léonore, depuis Beersheva. Une réaction, Je voudrais juste ajouter, d'abord, Laurent a tout à fait raison de parler de cette avancée technologique israélienne, parce que c'est vrai aussi, on va ajouter que là, justement, on se soucie un petit peu de la population civile, et l'argent et la technologie, c'est aussi pour protéger et pas pour sacrifier. Ça, c'est quand même un point très important. Sauf que, paradoxalement, c'est assez intéressant, guerre de Kippour, par exemple, là, j'avais 8 ans à la guerre de Kippour. On a eu à peine 2 sirènes à Tel Aviv, et on ne se sentait pas du tout menacé. Ça veut dire quoi? 2600 morts. Guerre atroce, c'est-à-dire atroce où vraiment les 3 premiers jours, on pensait même à la fin d'Israël. Mais on ne sentait pas la guerre. Alors que là, de façon paradoxale, la population civile est beaucoup moins affectée. On sait très bien qu'on ne va pas demain tous mourir, qu'Israël n'est pas justement menacé en tant que son existence. Mais malheureusement, Tel Aviv, les sirènes, on les entend beaucoup plus. Donc ça, c'est un petit peu le paradoxe de ce nouveau style de conflit. Qu'en 73, par rapport à aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes avancées non seulement technologiques, mais du point de vue de la communication. Ici, on est... Ce que j'essaie de dire, c'est que justement, là maintenant, la population civile soutient bien sûr, mais au contraire, elles sont beaucoup plus, paradoxalement. Bien sûr, là-bas, chacun avait ses membres moi, je me souviens très bien que mon père, je ne l'avais même pas vu des mois, pas des semaines. Mais là, quand même, je pense que les sirènes, et là, encore une fois, cette nuit, des sirènes en pleine nuit sur Tel Aviv. Donc ça, c'est le côté paradoxal. On se sent finalement assez protégé, mais regardez comme les rues sont désertes. Alors, le paradoxe aussi, c'est que de plus en plus d'Israéliens sont menacés directement par les missiles qui vont de plus en plus loin. C'est la première fois que pratiquement 5 millions d'Israéliens sont menacés, et c'est quasi la première fois qu'une telle opération obtient un tel soutien de la part de l'opinion publique. On va s'arrêter sur ce point important, sur ce qu'on appelle ce consensus national. C'est des chiffres, d'après les derniers sondages, qui n'ont plus été vus depuis la première guerre du Liban dans les années 80. Cyril, le début de la guerre du Liban. Le début de la guerre du Liban, on va en parler parce qu'évidemment, ça a tourné au cours de l'opération, ça va peut-être être le cas encore aujourd'hui. Cyril, vous nous posez les faits d'abord sur ce consensus national. Oui, visiblement, il existe ce consensus national. Je voudrais, si vous voulez bien, vous montrer un éditorial qui paraît ce matin dans le journal Haaretz. Journal Haaretz qu'on ne peut pas taxer d'être de droite, un journal militant pour la paix, un journal de la gauche libérale israélienne. Attention de ne pas le faire, ils vont vous poursuivre en justice. Alors voilà, donc un article signé Nechemia Strassler, donc c'est l'expert économique du journal, qui dit « Smol eneno milan irdefet litadut » en français, être de gauche ne signifie pas pour autant être suicidaire. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet article, Nechemia Strassler? Eh bien, il dit tout simplement, il appelle à la poursuite, même à l'intensification de l'opération au sol qui est en cours, jusqu'à élimination de la menace des tunnels, des réseaux souterrains du Hamas. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit, le journal qu'il faut rappeler qui n'est jamais tendre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Donc on a une opposition, si vous voulez, une opposition médiatique, là, ici en l'occurrence celle du Haaretz, mais également l'opposition travailliste, on le voit bien, qui est exemplaire dans cette opération. Pas un mot, au contraire, on a un soutien, monsieur est là pour en témoigner, l'opposition travailliste qui ne dit mot sur cette opération, aucune critique sur le gouvernement. On a entendu ce matin l'ancien ambassadeur travailliste Nissim Zvili nous dire même que ce triumvirat que constituent Benjamin Netanyahu, Moshe Ya'alon et Benny Gantz se conduit de manière exemplaire, une conduite des hostilités qui est exemplaire. C'est au contraire du côté du Likoud et du côté des membres de la coalition qu'on entend les critiques. Donc, et pourquoi? Comment on peut expliquer cette absence de brèche, disons, cette absence de clivage dans les hostilités? Je crois qu'il faut revenir à ce concept de ce qu'on appelle en hébreu milchama à la bait, c'est-à-dire une guerre qui est faite pour défendre les foyers, pour défendre les civils, pour défendre les maisons même en Israël. Et dès lors que l'existence même de l'État d'Israël est menacée, je crois que le consensus est complet en Israël. Là-dessus, réaction, je vous redonne la parole évidemment à Cyril dans un instant, réaction de la gauche israélienne. Laurent, si j'ai membre du parti travailliste, c'est vrai qu'on a une gauche qui utilise parfois des mots extrêmement durs à l'égard du Hamas, à l'égard de ce qu'il faut faire à Gaza, une gauche totalement derrière un gouvernement de droite. Alors, il faut bien préciser, parce que je crois qu'il y a une erreur qui a été faite, et je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs endroits, c'est qu'on a parlé, les manifestations qui ont eu lieu la semaine passée et la semaine d'avant ne sont pas le fait de la gauche ni de la droite, elles sont le fait de l'extrême gauche communiste par rapport aux kahanistes d'extrême droite. Il faut quand même utiliser les bons termes. Toutes les manifestations contre la guerre qui est maintenant sont le fait de l'extrême gauche communiste et non sioniste. Et donc, aussi des manifestations de petite ampleur finalement. De très petite ampleur qu'on a gonflées. Qui sont souvent surdimensionnées dans les médias occidentaux. Dans les médias, il ne faut pas croire, parce qu'il y a 1000 personnes qui sont à Tel Aviv, que ça représente quelque chose. Hadash aujourd'hui, qui est le parti qui est le plus présent dans ces manifestations, représente 3 sièges à la Knesset. Je veux dire, il faut quand même parler aussi de la gauche et de l'extrême gauche. Les gens qui sont venus
contre l'extrême gauche Motzei Shabbat parce que j'ai été voir ce qui se passait. C'est l'extrême droite kahaniste, c'est la Ligue de défense juive, l'équivalent de la France. Ça ne représente pas la droite. Je suppose que Boaz ne se retrouve pas dans les valeurs de Kahana, comme moi je ne me retrouve pas dans les valeurs des communistes israéliens. C'est étant dit, effectivement, je veux dire, c'est une guerre où il y a un consensus, parce que c'est une guerre où il n'y a pas ni de problème de colonie, ni de problème de négociation. Tout le monde comprend bien qu'on a en face de nous des gens qui veulent la destruction totale de l'État d'Israël. Et je ne comprends pas non plus comment des gens qui se disent progressistes peuvent rejoindre des positions de gens qui sont ultra-réactionnaires. C'est-à-dire, vous avez d'un côté, même en France, même en Israël, les communistes qui rejoignent les islamistes. Ça n'a aucun sens. Ces gens-là, demain, s'ils prennent le pouvoir, ils veulent le grand khalifa. D'ailleurs, ils le disent, le Hamas veut le grand khalifa. Ils ne sont pas intéressés simplement par la destruction de l'État d'Israël. Ils veulent qu'à la place d'Israël, il y ait ce grand khalifa. Si on s'éloigne des extrêmes et qu'on parle de la grande majorité des Israéliens, un chiffre à retenir, Boaz, un sondage effectué ce week-end, un consensus, on l'a dit, jamais vu, 86% des Israéliens pour la poursuite de l'opération contre un cessez-le-feu au stade actuel. C'est presque inédit. Comme a écrit Nechama Stressler, et c'est pas seulement la gauche. Vous savez, on a eu dans notre histoire Metzada. Et Metzada, très bien, on va à Metzada, on connaît un petit peu notre histoire suicidaire, mais c'est un épisode. Personne n'est suicidaire aujourd'hui, je crois qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit beau, qu'on soit moche, qu'on soit tout ce que vous voulez, tout le monde veut vivre. Attends, ça c'est quelque chose de clair. Et là, encore une fois, il y a parfois le bon et le méchant. Il y a parfois le bon et le mauvais. Il y a parfois le juste et l'injuste. Et surtout, je pense que c'est ce que les Européens et les Américains et les médias étrangers n'ont pas compris en venant ici. Que par exemple, je prends M. Laurent Siget, je prends le Parti travailliste qui vraiment montre ici un comportement exemplaire d'une opposition comme elle doit l'être. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très bien compris qu'il y a le peuple palestinien qu'il faut bien sûr traiter avec beaucoup d'honneur et penser au jour d'après, mais il y a aussi le Hamas, que lui justement est un obstacle pour chaque solution et aussi qui porte préjudice au peuple palestinien lui-même. Et c'est ça où les médias n'ont pas compris. Et c'est ça où les manifestations, où l'on voit en France, le drapeau palestinien avec Hamas, ils n'ont rien du tout compris. Le drapeau du Hezbollah, pas seulement le drapeau du Hamas, c'est le drapeau du grand khalifa qui se trouvait, le drapeau noir à Paris. Ils n'ont rien compris. Et là, un peu la grosse frustration. Et pourquoi ? En France, en Belgique, vous n'avez pas des juifs de gauche. Certains d'entre eux, je crois que c'était Alain Finkielkraut qui le disait dans le Figaro, il aurait pu participer lui-même à certaines manifestations si là-bas, on aurait vu un équilibre et on aurait aussi manifesté contre le tir de roquettes sur Israël. En tout cas, les Israéliens sont d'accord, les Israéliens sont convaincus que c'est une guerre juste. Et je le disais encore sur une chaîne israélienne ce matin, la grosse frustration de cette histoire, et le début de ce conflit m'avait trouvé en France justement. Et je regardais les médias et je parle aux correspondants étrangers que je connais depuis mon travail là-bas. Ce que l'on voit ici et qui est très clair, là-bas, elle est exactement le contraire, et elle est très claire aussi. Alors, juste pour finir, et on n'a plus beaucoup de temps, Laurent Siget, on l'a dit, la dernière fois qu'Israël a connu de tels chiffres, c'était pendant la première guerre du Liban, jusqu'à un stade très, très, très précis, les 40 km à l'intérieur du Liban, là où tout bascule. On connaît ça après Chatila. Tout à fait. Mais en fait, alors, la vraie différence... Est-ce que ça peut se passer ici aussi ? Moi, je crois que tant que les gens auront l'impression que cette guerre, elle est purement sécuritaire pour arriver à ce qu'il y ait, que les gens soient à l'abri et qu'il n'y ait plus de tirs de roquettes et qu'on enlève les tunnels. Mais ça va dépendre de l'offensive elle-même. Ça va dépendre de l'offensive. À partir du moment où vous entendez Lieberman qui dit qu'il faut occuper toute la bande de Gaza et réoccuper toute la bande de Gaza, à ce moment-là, le consensus s'arrêtera. D'ailleurs, les objectifs modestes qui ont été affichés dès le départ par Benjamin Netanyahu, à savoir la destruction des tunnels, participent aussi à ce soutien massif des Israéliens. Bien sûr, et même c'est-à-dire, on parlait de cesser le feu, je pense qu'à 6 reprises, y compris même avant même le début. Donc je vais dire une chose, c'est pour cela, et juste pour boucler la boucle, parce qu'on parlait des démonstrations que nous avons à Tel Aviv avec 999 personnes, je ne pense même pas qu'il y ait 1000, le côté vraiment ridicule, parce que qu'est-ce qu'on peut en vouloir à la classe politique et à ce consensus que l'on voit aujourd'hui. Voilà, on répète ce chiffre, 86% des Israéliens pour la poursuite de l'opération. Merci à tous les trois. On se quitte pour 2 minutes et on se retrouve juste après. Il est 9h30 à Tel Aviv. Merci de votre fidélité à i24 News. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. On est loin d'un cessez-le-feu ce mardi encore. Journée sanglante hier pour Israël. 10 soldats tués en moins de 24 heures. 5 soldats ont été tués par des terroristes qui se sont infiltrés en fin de journée hier par un tunnel en territoire israélien dans le kibbutz de Nahal Oz. Ils ont également tenté d'enlever un corps sans succès. 4 autres soldats ont été tués par un obus de mortier à quelques mètres de la frontière et un dernier soldat a été abattu
abattus lors de combats à Khan Younes, ce qui porte le bilan total à 53 soldats israéliens tués depuis le début de l'opération. Et l'offensive israélienne s'intensifie ces dernières heures. Frappes intensives dans le nord de la bande de Gaza, 150 cibles touchées. De sources palestiniennes, on note que le domicile d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas à Gaza, a été bombardé, tout comme les bureaux d'Al-Aqsa, la télévision du Hamas. 17 tunnels sur 31 auraient été détruits. Les Palestiniens font état de 32 morts cette nuit, 1100 en tout depuis le début de l'opération et parmi eux des civils. Hier soir, cette nouvelle déclaration commune du Premier ministre, du ministre de la Défense et du chef d'état-major israélien, leur message, il faut s'attendre à une opération de longue durée. L'objectif est d'éliminer la menace terroriste qui pèse sur Israël. Enfin, à noter ce volte-face américain, John Kerry et Susan Rice rectifient le tir en déclarant que la démilitarisation de Gaza devra bel et bien figurer dans un accord de cessez-le-feu. Les appels de Binyamin Netanyahu ont donc porté leurs fruits. Voilà, merci d'être avec nous, Boaz. Peut-être une réaction sur ces hésitations américaines, sur ce qu'il faut faire après. La démilitarisation de la bande de Gaza a été demandée par Binyamin Netanyahu. On rappelle la chronologie. John Kerry, dans son plan de vendredi, ne le mentionne même pas. Barack Obama, dans son coup de fil hier à Binyamin Netanyahu, explique qu'il faudra y arriver, mais dans un accord général de paix avec les Palestiniens. Et cette nuit, Susan Rice et Kerry eux-mêmes rectifient le tir et parlent de la démilitarisation dans un cessez-le-feu. Justement, alors maintenant les Américains ont vu à quel point leur proposition de vendredi était complètement déconnectée des exigences des Israéliens, mais aussi le Hamas aussi avait d'autres ambitions. Alors là maintenant, cette proposition que l'on voit qui a été citée ce matin par El Hayat, c'est peut-être pour ceux qui souhaitent un cessez-le-feu, c'est peut-être l'espoir, peut-être une ouverture. Et finalement, cette proposition, elle est un petit peu, comment dire, elle peut être justement satisfaire les côtés. Je m'explique. Qu'est-ce qu'elle dit cette proposition, cette dernière de Kerry justement? On négocie bien sûr en Égypte. Vous savez qu'Israël ne va pas négocier directement ni avec le Hamas ni avec le djihad islamique. Donc ça va se faire en Égypte. Si ça se fait en Égypte, c'est d'après la proposition égyptienne. Sauf que vous savez très bien que le Hamas, pour lui, le cessez-le-feu n'était pas du tout quelque chose qu'Israël respectait. Pourquoi? Pour Israël, un cessez-le-feu, c'est peut-être on ne tire pas, mais on continue la destruction des tunnels. Hamas dit, c'est pour ça que nous, on a le droit, on se permet bien sûr de continuer à tirer sur les villes israéliennes et bien sûr sur les soldats israéliens. Donc qu'est-ce qu'elle dit maintenant, cette nouvelle proposition de Kerry? On va en Égypte, on négocie en Égypte. Dont le cadre, c'est la proposition égyptienne, sauf qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. On négocie bien, tout en laissant les Israéliens continuer à détruire les tunnels, et lorsque les Israéliens détruisent les tunnels, ça permet bien sûr pour Hamas, dans leur logique à eux, de continuer à tirer sur les villes israéliennes. Alors qu'est-ce que ça nous permet tout ça, bien sûr? D'un côté de négocier, mais vous savez très bien que lorsque les deux côtés continuent à se battre, il suffit d'avoir encore une fois comme une journée très dure comme hier pour que place au feu et pas aux négociations. Donc c'est un risque. On va y revenir dans un instant. Betsabé, je me tourne vers vous car on parle ce matin également de cette nouvelle flottille qui serait en préparation en Turquie. Scénario à répétition, on se rappelle évidemment tous de cet épisode du Mavi Marmara. Cette flottille n'est pas encore partie, mais son objectif, rejoindre Gaza et briser le blocus. Oui, exactement. Un peu plus de 4 ans après donc, le Mavi Marmara, l'organisation pro-palestinienne turque IHH, donc Fondation pour l'aide humanitaire, a annoncé ce week-end qu'elle travaillait activement à ce projet d'une autre flottille humanitaire vers la bande de Gaza. Elle s'appellerait Flottille de la Libération 2. On rappelle donc que c'était le 31 mai 2010. Le Mavi Marmara avait tenté de briser le blocus et d'apporter aux Gazaouis du matériel humanitaire. Donc des commandos de l'armée israélienne avaient tenté l'avaient arraisonné et il y avait eu de violents affrontements avec les soldats israéliens. 9 activistes turcs avaient trouvé la mort. Alors Israël avait à l'époque étudié ce fameux matériel humanitaire. Alors on avait trouvé pas mal des chaises roulantes, des lits d'hôpital, 4 tonnes de médecine, de médicaments. Donc on ne va pas faire la liste complète, mais selon le ministère israélien des Affaires étrangères à l'époque, après étude, on note qu'il avait affirmé que le navire ne transportait aucune denrée ou équipement reconnu comme humanitaire au sens propre, c'est-à-dire des aliments de base, de l'équipement nouveau et en état de marche et des médicaments qui sont tous encore dans la date de péremption. On note
qu'en revanche, beaucoup d'armes avaient été trouvées, une centaine de barres de fer, 200 couteaux, une vingtaine de haches, pas mal de lance-pierres aussi. Là encore, on n'a pas de liste exhaustive. Beaucoup d'activistes d'ailleurs, de toutes les nationalités, étaient aussi munis de ces couteaux et d'une arme à feu même. On rappelle enfin que l'incident avait alors été largement condamné dans le monde entier. Il a bien sûr refroidi, si ce n'est gelé, les relations entre Ankara et Israël. Voilà, on en est toujours au même point, en tout cas pour ces relations diplomatiques. Alors vous l'avez dit, du matériel terroriste, des terroristes à bord de cette première flottille. Est-ce que cette fois on sait si le matériel sera bel et bien humanitaire? Alors l'IHH annonce de l'aide humanitaire, de la nourriture et des médicaments. Ils annoncent aussi que la nouvelle flottille sera peut-être accompagnée par des navires, voire une escorte militaire, ce qui n'a pas encore été confirmé par Ankara. Quand ils seraient en train de régler des détails administratifs, mais ils disent que dès que tout cela est réglé, ils partent pour Gaza. Tout cela, on le rappelle, dans un contexte extrêmement tendu donc, entre Israël et Ankara, pas seulement sur le plan diplomatique, on a vu ces manifestations, et même le président de l'IHH qui avait appelé les touristes juifs à ne pas venir en vacances dans le pays il y a moins de 2 semaines. Alors on va en parler. Merci Betsabé pour ces précisions avec Dorothée Schmidt qui est avec nous. Vous dirigez le programme Turquie contemporaine de l'IFRI. Bonjour. Est-ce qu'effectivement on doit craindre un nouveau Mavi Marmara et un nouvel incident ? Bon, alors la situation est quand même pas très claire en Turquie puisque le patron de l'IHRA est familier de déclarations outrancières. C'est quelqu'un qui passe son temps à jeter de l'huile sur le feu, qui a fait des déclarations très fortement antisémites et va-t-en-guerre ces dernières semaines depuis que les opérations ont commencé à Gaza. Donc on a cet acteur qui est un petit peu incontrôlable sur la scène turque et dont on a l'impression qu'il joue toujours un petit peu le rôle d'intermédiaire quand il y a un problème avec Israël. Donc ça, c'est les aspects un peu, les liens un peu flous entre la société civile et l'État turc. Maintenant, apparemment, ils sont effectivement en train de préparer une nouvelle flottille, donc ça, c'est tout à fait crédible. La question est, quelle va être l'attitude du gouvernement turc ? Si effectivement, comme ils le disent, les Turcs autorisent cette flottille et envisagent de la faire accompagner des troupes turques, ça, effectivement, ça peut faire monter la tension extrêmement vite dans la région, puisqu'on se rappelle qu'au moment du Mavi Marmara... Ce n'est pas encore le cas, Dorothée Schmidt. Ces autorisations officielles n'ont pas encore été données. Non, à ce que je sache, non. Donc là, on est quand même dans le flou. Il ne faut pas oublier qu'en Turquie, comme on le disait la dernière fois, on est en ce moment en pleine campagne électorale. Donc il y a une tendance à la surenchère des acteurs. Donc il est aussi très possible que le gouvernement, qu'Erdogan laisse dire tout ça sans le confirmer parce qu'il considère que ça le sert dans ses projets électoraux, que ça fait monter la pression, que ça chauffe l'électorat turc, une partie de l'électorat turc. Mais effectivement, si ça se passe, là, il faudra faire très attention, puisque en 2010, on est passé quand même au bord d'une guerre, alors qu'on s'y attendait pas du tout. C'est-à-dire que c'est quand même un truc qui est tombé à un moment de dégradation des relations turco-israéliennes, mais enfin, on n'en était pas du tout à ce point de friction qui fait qu'on pouvait passer près d'une guerre, et on a quand même eu un incident armé qui était très grave, qui n'a encore pas été résolu aujourd'hui, puisqu'on sait qu'encore au printemps dernier, les discussions sur une éventuelle réparation étaient en train de se poursuivre entre Israël et la Turquie. Une cour turque a voulu à nouveau juger les militaires israéliens, etc. C'est un feuilleton, un rebondissement qui n'est pas encore fini. Alors juste un dernier mot, Dorothée Schmidt, sur ce qu'on est en train de voir de la société civile turque. On a vu des manifestations extrêmement violentes avec cette nouvelle initiative. Est-ce qu'on peut parler d'un alignement total entre la société civile et la politique gouvernementale extrêmement virulente à l'égard d'Israël? Non, mais alors il faut voir qu'on est dans un contexte en Turquie qui est un contexte de crise politique permanente depuis juillet 2013, depuis les affaires de Gezi, que le gouvernement est en train de reprendre en main le pays, qu'on a quand même une chasse aux sorcières envers tous les libéraux et l'opposition turque, qu'en ce moment Erdogan mène campagne, il fait pratiquement cavalier seul, il va gagner les élections sans beaucoup de soucis. Donc on est dans un moment de crispation intérieure qui est extrêmement fort en Turquie. Et cette question du rapport à Israël, la question de l'antisémitisme, sont en train de devenir une espèce de point de fixation facile pour l'équipe au pouvoir en Turquie. Bon, tout ceci ne doit pas nous conduire à nier qu'il se passe des choses en ce moment extrêmement graves et que la question de Gaza est une question qui est depuis plusieurs années une question qui agite l'opinion turque. Alors certes, elle est instrumentalisée en partie par le gouvernement, mais il y a aussi aujourd'hui une conscience plus grande des Turcs de ce qui se passe dans leur environnement international et il y a une préoccupation pour ce qui se passe à Gaza.
Merci beaucoup Dorothée Schmidt d'avoir accepté de parler avec nous ce matin. Boaz, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est parce que le Premier ministre est en campagne politique dans une situation extrêmement crispée qu'il sort sur cette vague anti-israélienne, antisémite même? Non, c'est pas pour les élections parce qu'il les gagne assez facilement depuis 2001-2002. Donc c'est assez facile pour lui. Même les dernières élections où on pensait que son parti allait avoir un peu de problèmes, on a vu qu'il n'a pas eu. Il fait de la surenchère et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est dans l'idéologie de ce monsieur Erdogan, Premier ministre, peut-être demain président, hier maire d'Istanbul. Cet homme fait partie des frères musulmans, c'est son idéologie. On a vu très bien celui qui était un des premiers à donner un appui à Morsi, sauf que, frères musulmans, bien sûr, président égyptien, sauf que la Turquie elle-même, on laisse une seconde Erdogan, on prend la Turquie. La Turquie peut être aussi, si elle veut, très pragmatique. Il n'avait aucun problème, ce monsieur Erdogan, de travailler aussi bien avec Moubarak, avec Kadhafi, souvenez-vous, avec Assad, n'oubliez pas, quand même la réconciliation. Puis lorsque le printemps arabe est arrivé, et on a vu très bien que les foules sont descendues dans la rue, il a fait un demi-tour et il est parti vers les rues elles-mêmes. Donc il fait aussi son calcul. Ça n'a pas empêché les Turcs, par exemple, pas Erdogan, mais à une autre époque, par exemple aux Turcs, de travailler très bien avec Israël. Shimon Peres, ancien président, c'était, n'oubliez pas que, comment dire, cette querelle, mais cette guerre dans les paroles entre la Turquie et Israël, et cette guerre diplomatique a débuté quand? Elle a débuté après l'opération à Gaza de 2008. C'était à 2009 à Davos, lorsqu'Erdogan commence son cinéma devant Shimon Peres. Et depuis, on voit une dégradation constante dans ces relations. On est très très loin des années, un peu d'histoire, des années 50, où il y avait cette PAC de la périphérie, dans laquelle les pays musulmans, mais pas arabes, comme l'Iran et la Turquie, étaient finalement les alliés d'Israël. Aujourd'hui, on trouve la Turquie alliée du Hamas. Alors, c'est pourquoi ce positionnement? Est-ce qu'il est politique? Erdogan, c'est l'islam politique, vous l'avez dit, allié des frères musulmans, c'est l'islam politique, bien sûr, un modèle pour le Hamas. Est-ce que c'est pour ça que la Turquie s'est tournée vers le camp des plus extrémistes au détriment des camps modérés dans la région? Ou est-ce que l'argument est religieux? Est-ce que l'argument à l'égard d'Israël est antisémite également? Alors il y a bien sûr, il y a plusieurs, il n'y a pas un seul. Alors bien sûr, je vous ai dit déjà avant, il y a bien sûr le côté antisémite. Il suffit pas de me parler à moi. Vous savez, il y a des Juifs qui habitent à Istanbul et en Turquie. Il suffit de voir un petit peu leur impression sur ce monsieur. Deuxième, bien sûr, j'ai dit aussi le côté un petit peu, au contraire, le petit côté réaliste un petit peu d'Erdogan. Et justement, une des raisons, et on peut aussi donner cette explication, n'oubliez pas aussi le refus de l'Union européenne. Et oui, il y a un lien, l'Allemagne et la France, la vieille Europe, à l'époque c'était Sarkozy avec Angela Merkel qui ont fermé la porte, si vous voulez, à la Turquie. Regardez aussi le nombre de la population et bien sûr l'Europe, même si elle devient de plus en plus laïque, elle est quand même chrétienne. Donc on ferme la porte aux Turcs. Les Turcs voient très bien qu'on nous ferme la porte en Europe. Et se tournent vers l'autre côté. Et se tournent justement. Donc ça, c'était aussi un des dangers. Mais cela n'explique pas les propos insupportables, bien sûr, d'Erdogan lorsqu'il parle de comportement d'Israël pire que Hitler. Là, très franchement, on se discrédite. Encore une chose, si vous me permettez juste une chose, parce que Bessabé vient de parler de cette organisation IHH. Je vous ai très bien de cette flottille. C'était le 31 mai 2010 sur les bateaux Achin Nitzachon, le navire israélien. J'étais sur ce navire. Donc on entendait très bien les fameux bateaux. Il y avait 6, il y avait Avimama, mais il y avait encore 5 autres petits navires à côté. Les propos qu'il disait vers les bateaux juifs, par exemple, des slogans comme « retourner à Auschwitz ». Donc on voyait l'antisémitisme. Ça c'est des humanitaires. Moi, je suis un cosmonaute. Alors, pour finir juste sur ce point, on a parlé des relations diplomatiques tendues, coupées, essayer de renouer le lien entre les deux pays. Est-ce que ça va s'arranger tant qu'Erdogan reste au pouvoir? Là aussi, encore une fois, vous savez, un des plus grands regrets que j'ai, aussi bien en politique, aussi bien dans les négociations de paix, et aussi maintenant dans la guerre que l'on voit maintenant à Gaza, on a tendance, nous, Israël, au lieu d'agir, plutôt de réagir. C'est quelque chose dans les dernières décennies qu'on voit, et ça, c'est une erreur. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Avec la Turquie aussi, on est là. Alors, lorsqu'ils veulent négocier avec nous, bravo. Alors, ils veulent normalisation, on est très content. On va payer des dommages-intérêts pour ces 9 malheureuses familles. Très bien. Mais là, cette semaine ou la semaine dernière, on voit le vice-premier ministre dire que chacun en Israël qui pense à une normalisation avec la Turquie fantasme. Alors moi, je pense que c'est Jérusalem qui doit dire à Ankara, si vous pensez à une normalisation avec nous, c'est vous qui fantasmez. Voilà pour ce chapitre turc. On vous propose à présent ce coup de projecteur sur Ziv Cohen, c'est son nom. Il est photojournaliste israélien, vous le connaissez? Bien sûr, il travaille chez nous. Il travaille chez vous. Il est spécialiste du conflit israélo-palestinien. Il couvre depuis près de 25 ans les événements qui secouent la région. Il est un ancien photographe militaire et il suit donc de très près les dernières incursions de Tzahal. Il nous livre dans ce portrait sa vision sur son métier et sur l'opération en cours. C'est un portrait signé Lorraine Telila pour Le Morning.
My name is Ziv Cohen. I'm an Israeli photojournalist. I've been documenting this country for the last 25 years. I started my career as a military photographer. This is how I went through the 3 years I served in the army. And this is where I actually understood that that's what I want to do in life. First of all, I would say that never a dull moment in Israel. There's always things happening and always things to document, and it's not just a profession, it's a mission. For me, being a photojournalist is waking up in the morning and doing my very best to document the story of this country. Especially nowadays, if we talk about the last operation, the scene is everywhere. Is from north to south, the cities, the civilian side, places surrounding Gaza, and then you have the military, of course. The war on public opinion in some occasions is even more strong than the actual operation happening on the ground. I think that both sides are trying to show, their side of the story, which is legitimate to a certain extent. And I try to balance my work. I don't want my work to be seen as propaganda. It's photojournalism. And for that, the right thing to do is shooting both sides. I have no wish whatsoever to create pictures that are more dramatic or different than what really happened on the ground. I want peace. To be very honest, I want the conflict to end forever, not for until the next round. And there's a feeling that it's not the end. In the next year or two, we'll be in the same situation again. Voilà, Ziv Cohen, vous le connaissez bien. Un mot sur cette fonction de photojournaliste de guerre. On ne peut pas faire sans, ce sont nos yeux partout. Exactement. Ziv Cohen, d'abord, que tout le monde est amoureux de sa caméra et toutes les filles sont amoureuses de son visage. Mais je dirais juste un grand caméraman. Et malheureusement, vous savez, on a toujours tendance à parler de ces journalistes et correspondants de guerre qui vont très très loin. Ici, il ne faut pas aller très loin, justement, pour tous les 2-3 ans, avoir un cycle de violence et tourner et faire de telles photos. Ouais. Mais je crois à Ziv Cohen lorsqu'il dit qu'il préférait faire d'autres styles de photos. Chaque Israélien préférait mettre des photos de... Évidemment, surtout qu'il peut faire ça facilement. Allez, on va continuer de parler de l'armée israélienne avec vous, Yohan. L'armée israélienne est en pleine opération, mais ce ne sont pas seulement des hommes et un arsenal, comme on a l'habitude de le dire, ce sont aussi des nouvelles technologies. C'est un domaine de premier plan dans Tsahal. Exactement. Alors, je vais commencer en rentrant directement dans le vif du sujet. Je vous présente iRobot. On dirait un soldat du futur et pourtant il fait bel et bien partie de l'armée israélienne dès aujourd'hui. C'est un petit robot qui, comme un soldat lambda, j'ai envie de dire, se déplace. Il est guidé à distance. Il permet de rentrer, en général, il précède les soldats dans l'entrée des tunnels. Il est muni d'une caméra et permet de retransmettre des images en direct, donc pour préparer le terrain, pour voir un peu à quoi peut ressembler la zone avant que les hommes s'y rendent. Il peut également, donc je vous le disais, filmer, il peut être armé et ouvrir le feu si besoin. Donc voilà, tout un tas de contrôles qui permet de, bien évidemment, éviter certaines pertes humaines et voilà, faire des choses... Est-ce qu'on peut imaginer, Yohan, qu'à terme, ces robots remplacent de plus en plus les soldats ? Alors ça, c'est peut-être une vision qu'il faudrait se fixer. De là à l'atteindre, je ne suis pas certain parce que, bien évidemment, il y a le biais de toutes les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on peut penser aux failles, on peut penser aux pannes, on peut penser aux bugs, on peut penser au piratage qui bien évidemment est une des dimensions les plus fortes qui accompagnent le développement des nouvelles technologies. Et puis il y a bien évidemment des choses liées à l'intelligence artificielle de ce robot qui ne sont pas encore assez développées pour pouvoir effectuer tout ce qu'un humain peut faire dans toutes les situations qu'il est amené à rencontrer sur le terrain. Voilà, toutes les décisions qu'on est amené à prendre en direct sur le terrain. Vous nous parlez de vidéo aussi. Je vous parle de vidéo exactement. Je vous parle de service de formation. En fait, c'est un service de formation qui est propre à l'armée de défense israélienne. Un service de formation qui se passe grâce aux réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Donc on le dit depuis le début, la guerre se passe beaucoup sur Internet. Et bien également dans les unités, dans les bases militaires pour l'entraînement des médecins. Entraînement et formation des médecins à travers des jeux vidéo, à travers des vidéos YouTube que les médecins utilisent pour se mettre en situation les plus réalistes et pouvoir agir directement sur des cas proches de ce qu'on pourrait avoir dans la réalité.
Voilà, donc c'est tout un tas de mises en situation qui permettent aux médecins d'apprendre, de s'entraîner et de voir comment on pourrait gérer. Quand vous dites qu'elles sont sur YouTube, ça veut dire qu'elles sont accessibles à tous ? Ouais, bah écoutez, le programme marche tellement bien que l'armée a décidé d'ouvrir ces vidéos à tout le monde. Donc les vidéos sont effectivement accessibles sur YouTube au grand public et servent, alors pour le grand public c'est un peu compliqué, à part si vous êtes médecin, il n'y a pas grand intérêt à part la curiosité d'aller voir ce qui se passe, mais ça sert notamment aux médecins civils israéliens qui se perfectionnent grâce à ce programme de formation, mais également aux sauveteurs du Magen David Adom. C'est pas dangereux pour les informations transmises à l'ennemi ? Eh ben, je pense pas. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous dis là peut paraître révélateur ou dangereux pour l'ennemi. Toutes ces informations sont données par l'armée israélienne, donc de notoriété publique, en tout cas d'accord pour être de notoriété publique, donc pas de données confidentielles. C'est très contrôlé. On imagine bien que tous les process de développement très pointus dans les nouvelles technologies ne sont bien évidemment pas connu du grand public et pas ouvert. Alors vous nous parlez là d'entraînement pour les médecins par vidéo, mais finalement ces nouvelles technologies sont présentes dans toutes les unités. C'est présent dans toutes les unités. Voilà, là on voit les petits iRobots du futur qui sont capables de faire des choses que le iRobot actuel n'est pas encore capable de faire. C'est-à-dire qu'on a un iRobot qui s'appelle le robot partenaire, le fidèle partenaire, qui lui est capable de rouler tout en identifiant les bombes et les tirs et les sources de tirs ennemis. Donc encore une fois, peut avancer en tant qu'éclaireur. On a le robot transporteur. Alors lui, il est capable de cartographier des bâtiments et des tunnels dans leur totalité. C'est-à-dire qu'avant de se rendre dans un bâtiment, on est capable d'en connaître la parfaite et l'exacte structure du bâtiment. Donc on sait exactement à quoi s'attendre. On a des cartes en 3 dimensions qui permettent bien évidemment de mieux préparer le terrain. Et puis enfin, on a le robot frontière qui, lui, longe les frontières et permet de la surveiller pour prévenir notamment des enlèvements de soldats. Alors le robot frontière sera disponible et en place il n'est pas disponible en grande surface, il sera en place à la frontière gazaoui début 2015 pour les premiers essais. Le robot correspondant militaire, c'est pour quand ? Il est déjà en place, le iRobot. C'est pas Mathias Simbar. Hein. Ah non, il est déjà utilisé. On a longtemps qualifié d'Israël de la Startup Nation. Est-ce que sur le plan militaire aussi, l'avenir d'Israël va se jouer sur ce terrain des nouvelles technologies ? Bien sûr, et je pense que ce qu'on vient d'être présenté, par exemple, ce fameux robot qui est censé faire justement éviter des sacrifices humains, parce que l'on voit finalement, il faut réfléchir, cette nouvelle guerre, regardez, la guerre des 6 jours dans laquelle Israël avait eu cette magnifique victoire en 6 jours, 790 morts. Mais l'opinion publique a accepté. Elle était là à fêter. Aujourd'hui, une opération où 50 morts, et bien sûr, c'est déjà la fin du monde parce que la société, aussi bien occidentale et aussi israélienne, n'accepte plus de voir des victimes. Et c'est pour cela que vous voyez sur le sol, justement, ces robots. Et même dans l'aviation, regardez, on a les meilleurs pilotes au monde, même si certains écrivent ce qu'ils écrivent. Regardez le F-35, le magnifique avion de chasse. Eh bien, d'après ce que l'on dit, le prochain avion de chasse sera un avion de chasse sans pilote. Ouais. C'est l'avenir. C'est l'avenir d'Israël et Israël table beaucoup là-dessus, notamment pour combler cette menace des tunnels. Israël travaille d'arrache-pied. Justement, exactement. On a vu par ailleurs, on a déjà eu des victimes dans ce conflit, y compris des officiers haut gradés qui sont rentrés dans les tunnels et qui sont plus sortis. C'est le prochain objectif. Allez, on continue de parler de cette guerre sur tous les fronts que mène Israël, le front de la communication également avec vous, notre spécialiste d'Internet, Rudy. Bonjour, et on commence ce matin par une carte interactive qui décrypte l'emballement des internautes autour de ce conflit. C'est une carte qui est relayée par Slate ce matin et qui a été publiée par nos confrères d'Al Jazeera. C'est une carte interactive qui relève l'occurrence des hashtags dans une période allant du 17 juin au 17 juillet 2014. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette période et on va voir que chaque point de couleur reprend un hashtag qui est intervenu sur Internet pendant. Alors là, on est le 30 juin avec ces points mauves. C'est le jour où les 3 adolescents israéliens sont retrouvés morts en violet. Vous voyez, ce sont les occurrences du hashtag Eyal Gilad Naftali pour leur rendre hommage. Un petit peu avant, on avait l'occurrence de Bring Back Our Boys. Et si on regarde bien la carte, les hashtags partent d'Angleterre, de France et des États-Unis. Voilà, on voit les points, évidemment, bien sûr, d'Israël. Alors, on va passer maintenant, je crois, au 8 juillet et on va voir en bleu et en mauve les hashtags Israel Under Fire et Protective Edge. C'est le premier jour de l'opération. Bon, on ne voit pas la carte, mais on imagine qu'il y a beaucoup plus de points en tout cas. Alors non, les points sont au même endroit. D'accord. Au même endroit, plus ou moins. Et du côté de l'Indonésie, on voit aussi qu'on rend hommage au jeune Palestinien qui a été sauvagement assassiné. Ouais. Et alors ensuite, on va arriver 3 jours plus tard, 3 jours après le lancement de l'opération. Là, on est désormais le 10 juillet. Et le 10 juillet, vous allez voir en vert
voilà l'emballement médiatique avec le fameux hashtag qu'on connaît, Gaza Under Attack, qui prend très nettement le dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le conflit devient très vite international. On trouve énormément en Amérique centrale, on en trouve en Afrique du Sud, énormément en Indonésie, toute l'Europe, la Turquie également, et la Turquie sur toutes les zones de la Turquie. Donc c'est assez intéressant de voir deux choses. C'est-à-dire que le hashtag a été Israel Under Fire est totalement écrasé par Gaza Under Fire, on ne le voit plus, on voit très peu de points bleus. Et deuxième chose, c'est que en 2 jours, on est passé d'un conflit qui intéressait certaines communautés dans le monde à un conflit totalement international, notamment regardez l'Amérique centrale qui s'est également beaucoup emballé en quelques jours, et on est depuis cette période, c'est-à-dire entre le 10 et le 17, sur la même occurrence, les mêmes endroits, et on remarque aussi que du côté de la Russie et de la Chine, c'est un conflit qui n'intéresse pas, mais sinon tout le reste du monde s'est emballé. Ouais, et malheureusement, dans cette carte, on ne voit pas la réaction des pingouins en Antarctique. Mais bon. Peut-être qu'ils ont réagi, on ne sait jamais. Je crois qu'ils ont une mauvaise connexion. Possible. Ouais. Vous nous parlez également ce matin, Rudy, d'une campagne israélienne qui fait scandale. Oui, la campagne médiatique se poursuit à coups de hashtags et de part et d'autre, d'infographies, de campagnes médiatiques sur Internet. Alors le site Ynet nous a révélé hier une polémique autour d'une initiative qui a été prise par certains membres du personnel de l'ambassade d'Israël en Irlande. Alors leur message, c'est le suivant, c'est qu'Israël est une démocratie face au radicalisme islamiste du Hamas, et que après Israël, ce sera à l'Europe de combattre des groupes comme le Hamas. Alors si l'hypothèse vaut ce qu'elle vaut, elle est acceptable. La manière de l'exprimer, elle est beaucoup moins, comme vous pouvez le voir. On y voit une célèbre statue de Dublin avec un hijab, ou encore la Joconde voilée avec une roquette, ou encore une statue romaine avec des explosifs. Donc de très très mauvais goût cette campagne, des amalgames qui ne passent pas et qui ont conduit l'ambassade israélienne à condamner très rapidement et très vivement cette campagne, à la faire retirer de Twitter. Voilà, et donc ça a été un bad buzz, comme on dit. Un bad buzz. Et on termine avec un vrai buzz, pour le coup, une vidéo qui fait le tour du monde. Oui, on en parlait hier de ces fameuses vidéos fabriquées pour pouvoir devenir des vidéos partagées sur Internet. Ça nous vient d'Oda Sharon. C'est une cour de récréation. On a pris... Jardin d'enfants. Ah, voilà, c'est dans un jardin d'enfants. On la regarde. On la regarde. באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום. De se mettre à l'abri, et cette maîtresse de jardin d'enfants qui a posté cette vidéo sur YouTube et qui est vue un peu partout dans le monde pour comprendre la réalité israélienne. Merci beaucoup. Rudy, Johan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à i24 News. Je vous retrouve demain. Passez une belle journée, surtout portez-vous bien.